Donc nous sommes très heureux de vous accueillir et je suis très honoré pour ma part de pouvoir modérer cette table ronde ici au théâtre Le Liberté. Alors Le Liberté qu'on pourrait peut-être désigner par La Liberté pour utiliser un féminin puisque aujourd'hui nous sommes réunis pour parler d'un sujet très féminin qui concerne que nous allons déterminer ensemble d'ailleurs au fil de la discussion, mais dont le nom est « Ève n'a pas dit son dernier mot ». Alors on pourrait penser que l'art et la culture sont aux avant-gardes de la société, c'est ce qu'on a tendance à penser spontanément, et quand il est question de la participation des femmes dans les différentes disciplines artistiques, eh bien, on se rend compte que cette idée est assez erronée. Pour donner quelques exemples, il y a plus de femmes dans l'armée française que dans l'architecture française. Et nous avons avec nous une architecte, Karine Vezzoni, qui pourra nous en parler. Aux États-Unis, il y a encore moins de femmes cinéastes que de femmes politiques. Donc l'art, finalement, il est plutôt à la ramasse en ce qui concerne la place des femmes. Et c'est évidemment un peu embêtant puisque l'art est censé guider, orienter, donner à montrer des références, des modèles ou des situations qui peuvent inspirer. Et donc ce sont des voix évidemment qui ne portent pas parce qu'on ne les entend pas, on ne les entend pas tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas s'exprimer. Une autre difficulté pour aborder ce sujet, c'est que comme les artistes sont anticonformistes par nature, dès que des féministes ouvrent la bouche pour dire qu'il faudrait changer les choses, il faudrait prendre des mesures, évidemment il y a toujours un artiste, mais aussi des artistes femmes qui s'expriment pour dire mais non finalement, ne tombons pas non plus dans ces travers de victimisation, ne jouons pas les victimes puisque ça nous porterait préjudice et ce ne serait pas nous aider dans notre action. Et puis, quand, au contraire, les quotas ou des mesures un peu volontaristes sont demandées de façon agressive, on a les expressions chienne de garde, les expressions femme à barbe, voilà, ça fait peur aussi, ça fait peur aux hommes, et certains ou certaines disent, oui, mais attendez, vous allez renforcer encore les penchants misogynes de la société. Et puis, encore une autre difficulté, c'est que parfois, plusieurs débats se mélangent. Il y a évidemment la question des femmes artistes, des femmes dans les différentes catégories de métiers, dans les différentes disciplines artistiques. Et puis, il y a aussi la question du masculin et du féminin dans l'art, dans les représentations. C'est des sujets qui sont évidemment liés, mais qui sont néanmoins distincts. Voilà, donc quand on mélange tout, évidemment, souvent on en arrive à noyer le poisson et puis à ne pas pouvoir résoudre les problèmes. Des rôles dans la société de plus en plus égalitaristes entre les hommes et les femmes. Et puis, inversement, dans d'autres régions du monde, les femmes sont réduites quasiment à un état d'esclaves sexuels ou en tout cas cantonnées à la sphère domestique. Donc ça aussi, cette diversité, elle rend le sujet difficile à appréhender. Alors heureusement, on a ce soir autour de la table, grâce à Pascal Rodier et à toutes les équipes du Théâtre Liberté, on a justement une grande représentativité, une grande diversité de personnalités, d'origine, aussi d'inscription dans différentes disciplines artistiques. Et donc, on est sûr de pouvoir passer déjà un très bon moment. Et puis aussi, on espère de pouvoir faire avancer un peu les choses. Et puis, vous allez aussi nous aider à faire avancer les choses parce que vous aurez certainement des questions ou des réflexions dont vous voudrez nous faire part. Et d'ailleurs, je vois avec plaisir qu'il n'y a pas que des femmes dans la salle. Je me sens aussi un peu moins seul. Donc voilà, merci aussi à tous les hommes qui sont venus de leur pleine liberté ou bien contraints et forcés, peu importe, hein, mais en tout cas ils sont là et ils auront peut-être aussi des commentaires ou des réflexions à partager. Alors, la bonne nouvelle donc, de la soirée, c'est qu'Ève n'a pas dit son dernier mot et donc on a plusieurs Èves autour de la table. Et je pense que Pascal, qui nous accueille ce soir, a peut-être des choses à nous dire, notamment en ce qui concerne le théâtre, puisqu'on peut commencer à explorer les différents champs artistiques, les différentes disciplines, pour mesurer un petit peu la température, que chacun ou chacune puisse faire part de son ressenti, de son expérience, de son analyse de la situation des femmes dans chaque discipline.
Et puis, évidemment, après, on essaiera d'envisager des voies de solutions pour qu'on ressorte tous ici en ayant le sentiment d'avoir avancé, d'avoir fait avancer la cause. Voilà, donc dans le théâtre, la situation n'est pas très brillante, en fait. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc Pascal, je te laisse la parole. Merci Eric. Oui, en fait, Charles et moi avons eu envie d'organiser cette thématique. Ève n'a pas dit son dernier mot, parce qu'en effet, bien qu'étant dans une société où les relations hommes-femmes semblent tout à fait harmonieuses et apaisées, et donc on en oublie parfois de traiter de ce sujet, on s'aperçoit avec quelques chiffres et quelques statistiques qu'on vit malgré tout sous une domination masculine, alors qui est assez insidieuse, qui n'est pas conflictuelle comme ça dans nos sociétés occidentales, qui peut l'être beaucoup plus, mais je pense que justement Dorothée et Leïla nous parleront aussi d'autres cultures. Mais néanmoins, quand on regarde les statistiques, c'est affolant, et donc il nous a apparu essentiel d'organiser cette thématique et cette table ronde. Je vais vous donner quelques chiffres clés. Donc là, c'est des chiffres qui viennent de la SACD et qui concernent la saison 2015-2016, donc des chiffres tout à fait récents et tout à fait officiels. Donc vous avez par exemple 4% seulement des œuvres musicales contemporaines qui sont composées par des femmes, 4% des concerts et opéras dirigés par des femmes. Je rappelle, les femmes représentent la moitié de l'humanité. 17% des œuvres de fiction diffusées à la télé seulement sont réalisées par des femmes. 19% d'écart de revenus. 22% des textes joués sont écrits par des femmes. 26% des spectacles sont mis en scène par des femmes. 0% des théâtres nationaux sont dirigés par des femmes. Nous en avions 2 il y a quelques années encore, la Comédie Française et Strasbourg. Donc non seulement les choses ne s'améliorent pas, mais elles se détériorent, en tous les cas à ce niveau-là. Donc 0% des théâtres nationaux dirigés par des femmes, 8% des centres chorégraphiques dirigés par des femmes, 15% des maisons d'opéra, 26% des centres dramatiques. Bon, alors peut-être ces nuances-là échappent à certains d'entre vous. Voilà, c'est des catégories de lieux de spectacle vivant. Mais aussi dans le cinéma. Alors, il se trouve qu'au Théâtre Liberté, et ayant ce souci en permanence, enfin en tous les cas c'est un souci qui m'anime moi personnellement, j'imaginais que nous étions quasiment à la parité, et j'ai demandé à ce que ce travail soit fait aux Libertés, et je suis extrêmement déçue parce que nous sommes un petit peu au-dessus des statistiques nationales, mais nous sommes à 33%, alors je ne vous donne pas le détail, hein, des chorégraphes, metteurs en scène, auteurs, etc., mais en tout nous sommes à 33% de femmes et 67% d'hommes. Donc, et pourtant, j'ai vraiment ce souci en permanence, c'est Charles aussi, évidemment, qui m'anime. Donc, c'est vraiment un problème de société, un problème de fond à régler. Si on parle d'autres catégories artistiques comme le cinéma, aux États-Unis, 1/3 des personnages seulement sont des femmes et sont 6 fois plus dénudés que les hommes. Donc, quand il y a des femmes, elles sont infirmières, serveuses ou secrétaires. Donc, ça, évidemment, encourage les stéréotypes, les discriminations. Si on parle de la société globalement, sans parler de l'art, l'écart de salaire pour les cadres supérieurs entre l'homme et la femme sont de 30%. L'écart est de 15% dès le premier emploi, donc ce n'est pas le discours qu'on entend, les grossesses, les interruptions, les arrêts. Dès le premier emploi, on est déjà à 15% d'écart. Aucune femme PDG d'entreprise du CAC 40. Une a failli l'être là ce mois-ci, enfin l'entreprise Engie, mais l'actuel PDG a obtenu une dérogation pour être prolongé, pour ne pas laisser la place à une femme qui était tout à fait légitime. Dans les manuels scolaires, alors là, ayant des enfants, c'est vrai que c'est quelque chose aussi sur lequel j'ai réagi. Seulement 3% de femmes sont présentes dans les manuels de français. Et encore, en général, quand elles sont, c'est en tant que maîtresse 2, amante 2, femme 2. C'est très rarement en tant qu'auteur. Les experts également, c'est quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, il y a des sociétés de télévision et des médias qui ont mis en place un fichier d'experts femmes, parce qu'il se trouve que les experts qui sont interrogés dans les médias, que ce soit à la télé, à la radio, sont toujours des hommes. En tous les cas, il y a moins de 20% de femmes experts. Et là encore, quand elles le sont, c'est sur des sujets qui concernent la femme, sur les violences faites aux femmes, sur les enfants, sur la famille. Donc si on ne prenait que les sujets plus neutres, on va dire, je pense que ce pourcentage se réduirait à 0. Un autre chiffre, après on arrêtera un peu avec les chiffres, mais ça aussi c'est très important. À la maison,
On a l'impression là aussi que les partages des tâches ménagères est quelque chose d'à peu près acquis aujourd'hui. Pas du tout. Les statistiques les plus récentes montrent qu'on a 26 heures de travail hebdomadaire pour les femmes et 16 heures pour les hommes, y compris lorsqu'on inclut le jardinage, les enfants, etc. Donc voilà, tous ces chiffres expliquent aussi les difficultés pour les femmes d'accéder à des postes à responsabilité, parce qu'évidemment, travailler 26 heures de plus une fois qu'on a terminé sa semaine de travail plutôt que 16 heures, ça change beaucoup de choses, y compris sur le temps consacré à la lecture et à une ouverture intellectuelle. Et enfin, un chiffre aussi assez intéressant en ce qui concerne les Césars, donc pour le cinéma. Depuis la création des Césars en 1976, une seule femme a reçu celui de meilleure réalisatrice. Donc c'est vrai que voilà, ce sont des chiffres que, comme je vous le disais en préambule, qui sont des chiffres chocs, qui permettent de réaliser à quel point la place de la femme, la femme n'est pas à sa place dans cette société, n'est pas représentée, et bien que les uns et les autres aujourd'hui aient la meilleure volonté du monde. Donc voilà, en effet, après on va s'interroger sur comment changer les choses, mais c'est un petit peu l'état des lieux aujourd'hui dans la culture et dans la société en général, dans la société professionnelle. Merci Pascal. Donc Pascal co-dirige donc ce théâtre avec Charles Berling. Donc c'est la preuve quand même qu'on peut réussir, mais à quel prix et avec quelle volonté. Et je voudrais donc maintenant donner la parole à Masha Makayev, qui aussi dirige un théâtre tout à fait important, le théâtre de la Criée, et qui est aussi metteur en scène, plasticienne, créatrice de costumes, de décors, qui a mis en scène du théâtre, de l'opéra. Enfin voilà, et j'oublie beaucoup encore de qualités et de disciplines dans lesquelles Masha exerce. Et donc je voudrais tout simplement lui poser cette question. Voilà, comment êtes-vous parvenu justement à réussir ce magnifique parcours? Est-ce que vous avez eu le sentiment de vous heurter à des difficultés particulières? Et est-ce que vous avez observé aussi autour de vous d'autres femmes qui n'ont pas eu cette chance justement ou cette force et qui auraient mérité d'être soutenues? Voilà. Parler en termes de réussite, certainement pas. En termes de parcours, probablement. En termes de destin aussi, bien sûr. C'est difficile de parler de soi, d'autant plus que nous faisons partie quand même des femmes les plus privilégiées sur la planète. Donc, et malgré tout, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un malentendu, quand on est enfant notamment, un malentendu fondamental, fondateur, puisque notamment si on est proche si on a envie d'aller vers la chose artistique notamment, moi il y avait deux choses qui m'intéressaient, c'était la théologie et la chose artistique. Et effectivement, quand je m'approchais de l'une et de l'autre, au fond, la litanie était des noms masculins. Donc, et quand je disais la poésie, arrivait dans mon esprit les poètes masculins, très peu. Donc il y avait quelque chose comme ça d'une invisibilité des femmes, et ça allait très bien au début, parce que quand moi, jusqu'à mes 11-12 ans, je me pensais androgyne, mais sincèrement androgyne. J'avais 5 frères et je ne voyais pas vraiment... Voilà, je pensais qu'on était dans un système relativement égalitaire, et quand l'androgynie vous quitte par le regard des autres, c'est toujours le regard des autres qui est révélateur, le malentendu commence. Et déjà dans les salles de classe, je me rappelle que je m'ennuyais un peu, et il y avait sur les murs des grandes fresques avec les hommes célèbres. Et parmi les hommes célèbres, il y avait 3 femmes. Il y avait Léonore d'Aquitaine, il y avait Jeanne d'Arc et Marie Curie. Alors déjà, elles étaient sous les hommes, et puis après, il n'y en avait pas d'autres. Et il n'y avait pas, à l'époque, je regardais bien, pas de poétesse, évidemment pas de peintre, Voilà, donc il y avait comme un malentendu, et en même temps donc forcément une défiance, quelque chose comme une menace. Et après, il faut faire avec ça. Et c'est pas simple. Et en même temps, ceux qui vous indiquent le chemin, pour moi, ont été souvent des hommes aussi, des hommes qui ont su regarder, Antoine Vitez, Pierre Barbizet,
après ma rencontre avec celui qui devait venir mon compagnon artistique, hein, Jérôme Deschamps, bien sûr qu'il y a toutes ces choses-là. Et puis, bien sûr, il y a aussi des grandes figures féminines. Mais pour ne pas parler trop longtemps, ça n'est jamais acquis. Et d'émancipation en émancipation, et de malentendu à malentendu, ça ne cesse jamais. Et jusqu'à présent aussi, quand on m'a confié ce grand théâtre il y a 4 ans, j'ai reconnu, mais maintenant je les vois arriver, mais j'ai reconnu se pointer comme ça, pas trop loin, un peu dans la semi-obscurité, aussi un malentendu de devoir diriger. Et c'est quelque chose de l'ordre, c'est vrai, de la sensibilité, c'est quelque chose qui est extrêmement trouble, sournois, et il m'a fallu, moi, pour aller très vite, vraiment une fracture, comme une mort psychique, quelque chose qui m'aura menacée profondément, un peu comme de grandes qui m'avaient précédée, comme des Virginia Woolf et des femmes comme ça. Et c'est pour ça que la littérature nous est très, très, très utile à chaque moment de notre vie. Il a fallu frôler la mort psychique pour vraiment comprendre que non seulement j'étais sur le chemin, le bon chemin, mais qu'il fallait... voilà, que c'était une question de vie ou de mort. Voilà, de mort psychique ou de mort tout court pour certaines, mais du moins un risque d'effacement. Alors après, évidemment, on s'arme, on s'appuie sur ce que les précédents nous ont donné, et puis on avance aussi dans le regard des plus jeunes, parce que le regard notamment de mes filles m'auront beaucoup aidé. Je ne veux pas monopoliser la parole. Non, merci Macha. Donc des mots très forts, parce que mort psychique, effectivement, ça va très loin. Et donc, vous évoquez, j'imagine, l'idée que certains peuvent projeter sur vous une vision de manager un peu moi, je suis différente de votre personnalité. Oui, bien sûr, c'est une génération où, au fond, il y avait un travail d'effacement incroyable. Et il y a aussi, notamment dans... pas caractéristique, mais si on prend, Man Ray, Lou Miller, si on prend Dora Maar et Picasso, si on prend, pour prendre les plus grands et les plus admirables, il y a dans les couples artistiques, pour prendre les Christo, pour prendre les Poirier, etc., il y a dans le couple 2 artistes qui travaillent ensemble quelque chose d'extrêmement excitant, exaltant, que je revendiquerai toujours et qui est une expérience absolument magnifique et en même temps quelque chose d'extrêmement difficile parce que dans l'inconscient collectif, ce que produit une femme, il y a forcément une appropriation. C'est comme si ce que l'on produisait, après on comprend et on fait attention, mais quand on est très jeune, ce que l'on produit ne vous appartient pas forcément. Et d'ailleurs, on l'offre aussi. Hein, c'est pas forcément du rapt, du vol, un viol de conscience. C'est aussi que nous sommes aussi dans un malentendu de l'offrande, de l'amour. Voilà, il y a toute forme de choses de l'ordre de la sensibilité. Mais attention à l'inconscient collectif dont nous faisons partie, hein, vraiment. Et cet inconscient collectif va vers l'effacement, vers l'offrande. Donc il faut sans arrêt se réapproprier ce que l'on a soi-même produit. Donc ça, c'est une bataille, mais jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à demain, peut-être, hélas. Dorothea Muñaneza, donc, qui exerce aussi dans le spectacle vivant, dans la danse, le chant, et qui a une culture très, très diverse, peut peut-être aussi intervenir sur ce sujet. On sait que la danse est une discipline dans laquelle les femmes jouent quand même un rôle et occupent une place importante. On a tous en tête les noms de grandes chorégraphes, de grandes compagnies. Et en même temps, on a le sentiment qu'il y a un recul récent, maintenant que les grandes compagnies comme Pina Bausch et d'autres ont un peu passé la main, et que finalement cette situation qui était plutôt favorable est peut-être aujourd'hui plus difficile pour les nouvelles générations. Mais je ne sais pas si c'est un avis que tu partages. Bonsoir. Je vais commencer par quelque chose que j'avais évoqué tout à l'heure à Eric. Quand j'ai vu le titre de cette table ronde, Ève n'a pas dit son dernier mot, je me suis dit qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans, parce que Ève, pour moi, c'est une référence assez
occidentale, assez blanche, assez européenne. Et je me suis demandé, moi, Dorothée du Rwanda, qu'est-ce que j'ai à faire avec cette Ève-là. Et je sens que je n'ai pas effectivement dit mon dernier mot parce qu'il y a encore des sujets qui me perturbent et qui me bouleversent dans le monde, dont j'ai envie de parler. Mais je ne sais pas si j'ai envie d'en parler en tant que Ève. Je sais que j'ai envie en tout cas envie d'en parler en tant que femme. Et heureusement, j'ai pu dire oui à cette invitation parce que j'ai rencontré des femmes extraordinaires et Eric, bien sûr. Qui n'est pas une femme, hein, je tiens à le dire quand même. Voilà, je le sépare mais du qui est lot. féministe. En fait, j'ai l'impression de me répéter parce que ça a commencé plus tôt pour nous. En tout cas, dans ma vie, j'ai été toujours influencée par des grandes femmes, que ce soit ma mère, que ce soit ma sœur, que ce soit mes cousines, que ce soit mes grands-mères, qui m'ont toujours éduquée dans le respect de l'être humain, de l'être féminin aussi. Parce qu'au Rwanda, où j'ai grandi, la femme quand même, bien sûr ici aussi, mais est synonyme de la vie. Et d'ailleurs, pendant le génocide, les femmes souvent ont été exterminées de manière assez cruelle parce que, en tant que porteuse de la vie, ils voulaient exterminer la vie et donc la femme, soit en la violant, soit en la tuant, soit en la contaminant par le virus, le VIH ou le sida. Et je sens qu'au jour d'aujourd'hui, la femme au Rwanda ou ailleurs, d'ailleurs au Rwanda, je tiens à dire, il y a 63% de femmes dans le gouvernement, ce qui est chose très rare aussi. Bien sûr, ce n'est pas un chiffre anodin, puisque beaucoup d'hommes ont été exterminés pendant le génocide. Je ne dis pas que beaucoup de femmes ne l'ont pas aussi été, mais il y a plus de femmes au Rwanda aujourd'hui que d'hommes. Et donc, les femmes portent un poids assez important dans la vie politique du pays et du futur de mon pays. Et quand je suis ici, je me dis... je ne me qualifie pas tout simplement comme femme, mais je suis femme noire aussi, femme d'Afrique, femme peut-être aux États-Unis me considère comme africaine ou autre, je n'en sais rien ce qu'ils pensent de moi, mais en tout cas, je sens que je suis une autre Ève, une Ève qui est peut-être loin des préoccupations européennes, mais qui essaie quand même de m'adapter, de trouver ma place ici, tout en restant connectée avec mon continent. Et par le biais de la danse, je voudrais toujours parler des sujets... Enfin, c'est peut-être malgré moi-même, je sens que je suis attirée par les femmes, dans le sens où la réalité des femmes me touche profondément. Et que ce soit dans le domaine de la danse, ou dans le domaine de la musique, ou dans le domaine de la littérature, ou dans le domaine de l'architecture, ou dans le domaine du cinéma, dans la vie, dans la cuisine, tout. La femme, pour moi, est très importante. Et si on ne porte pas une voix qui se fait entendre, enfin moi, si je ne me fais pas entendre, j'ai comme l'impression que j'ai échoué quelque part. Et surtout, du Rwanda, où la femme est quand même entendue. Mon père nous a toujours dit qu'il fallait écouter les femmes. Mon père est un homme très puissant aussi, enfin puissant dans le sens, c'est un homme qu'on entend, c'est un pasteur, il a toujours su tenir tête à beaucoup de gens et nous éduquer dans le droit chemin. Et il a épousé une femme qui est très puissante également, et il a toujours dit que l'homme avait besoin de laver les pieds de sa femme pour montrer que la femme est celle qui donne, enfin, c'est dans ses pas qu'on doit marcher. Je ne sais pas si je me traduis bien, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il voulait dire. Qu'on ne peut pas effacer les traces d'une femme sur un sol puisqu'elle a été là. Et donc, il faut toujours trouver le chemin. Mon père était très proche de sa mère. Ma grand-mère, elle est décédée il y a 2 ans et c'était une guérisseuse. À l'époque, elle guérissait les gens par leurs ombres. Et beaucoup de gens, notamment durant la colonisation, les pères blancs sont arrivés et ont décidé que la guérison était une sorte de sorcellerie. Et malgré ça, ma grand-mère, qui était aussi, je parle beaucoup de femmes puissantes, mais elle était vraiment très puissante, elle a continué quand même, elle a tenu tête contre ces pères blancs, elle a continué à guérir les gens jusqu'à sa mort. Elle a accouché toute seule de 13 enfants.
Elle chassait les sangliers dans la forêt. Enfin bref, c'était une femme incroyable. Et je me dis que je suis une héritière de ce genre de puissance et que je n'ai besoin de personne, ni d'hommes, ni de même si je pense que les hommes sont importants sur cette terre, mais surtout que j'ai besoin de la force de mes consoeurs et de mes semblables, qu'elles soient blanches ou noires, pour qu'on puisse continuer à parler et à défendre ou à dire les choses, la réalité des femmes, surtout celles qui ne sont pas sur le plateau. Enfin, je ne dis pas qu'il faut venir toujours raconter sa vie sur le plateau, la vie des autres sur le plateau, mais moi qui le suis et qui ai choisi cette voie, je me sens concernée par la vie de femmes dans le monde, et donc je ne peux que peut-être raconter une partie de ces vies-là. Voilà, je ne sais pas si c'est... Merci Dorothea, c'était... La réponse était beaucoup plus intéressante que la question. Et néanmoins, est-ce que justement, fort de cette histoire à la fois riche et intense, avec ses rôles et ses modèles de parentaux qui est très fort l'un et l'autre, le fait d'avoir traversé tous ces événements, le fait d'être venu à la danse, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était justement un besoin intérieur d'extérioriser certaines douleurs, est-ce que c'était le choix aussi d'un discours, enfin d'un langage universel, étant déjà par l'enfance plongé dans plusieurs cultures et a fortiori après un séjour en Grande-Bretagne et maintenant en France? En fait, je me reprends. Je pense qu'au Rwanda, la danse ou la musique, enfin pas le théâtre parce que je n'ai pas beaucoup pratiqué cela quand j'étais petite, mais ce n'est pas des choses qui sont extérieures de ça. Boire, manger, créer, procréer des enfants, c'est des choses liées. La parole ou la danse, je peux... Et ça va être comment est-ce que ma grand-mère, elle me racontait d'où je venais. Et pour moi, quand je suis arrivée ici, j'ai compris que c'était des choses qu'on séparait. Oui. Qu'on sépare l'artistique de la vie. Bien sûr, maintenant, je me suis intégrée, j'ai intégré cette différence et je me dis, je suis artiste, machin, même si je pense que effectivement, j'ai choisi cette voie, donc je me perfectionne, si je puis dire, mais j'essaie toujours de ne pas séparer ces différentes entités, ces différentes manières de... Je chante à mes enfants, non pas parce que je suis chanteuse, mais parce que je veux leur léguer quelque chose de qui je suis, via le chant, via la danse. Et d'ailleurs, j'espère que peut-être ils comprendront, ils ne vont pas séparer eux aussi cette part d'eux-mêmes avec, si un jour on leur dit « Ah, tu danses bien, tu devrais aller au conservatoire ». Enfin bref. Et donc, en arrivant ici, je sais que mon art est devenu une voix spéciale, est devenu un outil, un instrument, si je puis dire, important. Et donc, je vais l'utiliser, je veux l'utiliser pour pouvoir aborder des thèmes que je n'aborderai peut-être pas autour d'un dîner, ou peut-être je le ferai d'ailleurs, hein, mais attention, parce que je risque de tirer la nappe et je danse sur la table. Oui, on verra ça tout à l'heure peut-être, oui. Après ce débat. Mais très intéressant, hein, cette idée que, effectivement, nous, dans le système un peu occidental, on a tendance aussi à séparer le langage, la rationalité, le cerveau du langage du corps, l'intelligence du corps. Ça, c'est vrai que c'est une différence, hélas, importante. Alors, on a abordé pas mal de disciplines et d'univers, déjà personnels et artistiques. Peut-être je vais me tourner vers Zabou Bretman, qui ne vient pas du Rwanda, mais qui vient aussi en partie d'un autre continent, qui est le Canada. Et donc, je voudrais savoir si au Canada, et plus spécifiquement dans le cinéma français, puisqu'on peut aussi parler de cinéma, est-ce que les hommes lavent les pieds des femmes comme au Rwanda, par exemple? Il y a plein de questions mélangées, j'ai rien compris en fait. Donc, est-ce que Pardon. Oui, est-ce que les hommes lavent les pieds des femmes au sens où
est-ce que dans le cinéma, les femmes sont bien considérées? L'image d'Épinal ou de Cannes, si on regarde les affiches, c'est de dire les femmes sont vraiment dans le cinéma, elles sont très bien mises en valeur, elles sont partout, elles crèvent l'écran. Et puis il y a une version un petit peu plus noire, c'est ce que me disait récemment la présidente d'Arte, qui faisait un parallèle assez audacieux entre la production de films et le proxénétisme. Où elle disait finalement, les producteurs de cinéma mettent les femmes sur le trottoir, en l'occurrence sur la scène, et c'est eux qui ensuite récupèrent l'argent du spectacle. Bon, c'est un peu osé, mais il y a une part peut-être de vérité dans ce constat. Donc voilà, quel est ton témoignage, ton vécu? Et le Canada, là-dedans, Le Canada, c'était pour faire la transition, parce que vous venez tous d'univers très divers. Au Canada, il y a eu des grandes féministes au Canada. Il y a des mouvements extrêmement forts, mais extrêmement qui pouvaient amener beaucoup de révoltes en face. C'est-à-dire que c'était tellement virulent, tellement extrême et tellement violent que c'était très compliqué d'adhérer en fait de manière souple à la chose. Maintenant, ce qui concerne le cinéma, même récemment, on a encore entendu une actrice à qui on avait dit, mais quand même c'est incroyable qu'il n'y ait pas eu un film de femme à Cannes, et qui a dit, mais oui, mais les filles, elles sont là pour être jolies et présenter bien parce que c'est un peu ça qui est bien, c'est d'être belle et toute douce et toute gentille et toute mignonne, et comme ça on présente bien Cannes. Je ne pense pas que ça serve énormément la cause. Je pense que ça peut être effectivement catastrophique. Vous savez, au départ, les actrices, vous savez, se payaient donc tous les acteurs achetaient leurs costumes il y a longtemps, et les actrices, souvent, pour survivre, elles étaient tellement peu payées que souvent elles se prostituaient. Comme les danseuses de l'Opéra de Paris, d'ailleurs. Oui, et c'était quasiment acquis. Je ne pense pas que les mecs le faisaient. Je ne sais pas trop pourquoi, mais on s'en doute. En tout cas, je pense qu'il y a fort à faire. Ce que disait Macha, j'ai entendu quelque chose qui m'a... Mais cela dit, Dorothée aussi, enfin, ça sont quand même des résonances, enfin, ça fait écho chez moi, c'est-à-dire quand Dorothée parle de femmes puissantes, ou Macha dit, mais moi je ne me suis pas considérée ni comme fille ni comme garçon pendant un bon moment, je me retrouve complètement là-dedans. Donc ce sont des cas, on va dire, un peu à part, c'est-à-dire que donc ça veut dire que pour y arriver, il faut un peu être comme ça. Pour toutes celles qui ne sont pas effectivement comme ça, c'est plus difficile. C'est vrai que très longtemps, enfin que je sens pas fondamentalement de grandes différences, à part que je me sens tout à fait femme, mais sur mes possibilités, et plus jeune c'était très fort, j'étais assez aussi androgyne et je me sentais capable de faire plein de trucs que les mecs faisaient. Et pour la petite histoire, ou la grande, j'en sais rien, quand j'ai fini mon film Se souvenir des belles choses, il était coproduit par Yves Robert et Daniel Delorme. Et je me souviens que Yves Robert, à la fin de la vision du film, se retourne vers moi et me dit oh, « C'est vachement bien, on dirait que c'est réalisé par un homme. » Et compliment suprême. Daniel Delorme, effondré, me regarde et me dit « Tu sais que dans sa bouche, c'est un compliment quand même. » Et donc, voilà. Et il reste cette idée que dans la fabrication, que dans, on va dire, dans l'outil, dans l'œuvre, que dans l'œuvre, quel que soit le fabricant, et bien que l'œuvre finale aura une forme définissable immédiatement. Alors après, c'est peut-être un peu juste sur certaines façons, mais pas plus que si c'est un type qui vient de je ne sais pas quelle culture, ou on ne peut pas définir comme ça que telle chose, tel objet ou telle œuvre viennent plus d'un homme que d'une femme. Je vois pas pour moi, je ne vois pas tellement de différence. J'ai été effectivement élevée dans ce sens-là. Toutes les jeunes filles n'ont pas la chance d'avoir un papa féministe. Moi, c'était mon cas. Et il m'a bien montré que dès qu'on voulait, on pouvait, en fait. Et que jamais le fait d'être une fille pouvait freiner quoi que ce soit. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, mais encore une fois, là, on parle de 3 personnes qui ont une vision quand même très particulière. Toutes les femmes n'ont pas cette chance-là. Et cette vision-là, et je dis juste que je me demande
Et je pense qu'il faut faire en sorte d'aider de manière extrêmement, comment on dit, forte, absolue, certains liens de femmes avec certains travaux, avec un certain travail, de façon à ce qu'elles en aient l'accès et qu'ensuite elles soient des modèles et qu'ensuite la petite fille dise plus tard, quand je serai grande, je ferai ça. C'est possible parce qu'il y a un exemple quelque part. Et moi, je pense qu'il faut des exemples et qu'il faut parfois les multiplier, peut-être de manière factice. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Factice, je ne sais pas justement si c'est. Non, si c'est pas le bon mot. factice, Non, c'est quoi? Vas-y, Non. parce qu'il est fort, il a plein de mots. C'est un garçon. Hein, donc, vas-y. Oui. Non, mais ce qu'on voit dans tous ces témoignages. Artificiel, Oui. merci. Oui, alors Tu m'as pas dit, hein. Non, c'est vrai que non, justement, parce que je ne pense pas que ce soit artificiel. Non, de manière, de manière forcée. Voilà, oui. On reviendra d'ailleurs quand on parlera justement des solutions, mais on voit déjà se dessiner justement des solutions à ce problème que l'on évoque à travers justement ces témoignages, puisque chacune a fait sa propre voie, a créé son entreprise, hein, ou en tout cas est à la tête d'une institution, soit parce que réaliser un film, c'est être à la tête d'une entreprise, comme créer une compagnie de danse, de théâtre ou autre, et vous l'avez fait à la fois parce que vous aviez une force intérieure qui vous conduisait à le faire, et aussi parce que malgré tout vous aviez des références et qui vous ont été utiles, un papa, une maman, donc c'est vrai que je dirais presque que cette table ronde est justement là aussi, je pense, hein, dans l'esprit, mais ça c'est Pascal qui peut le dire mieux que moi, mais pour justement montrer que c'est possible, voilà, qu'on peut tracer un parcours tout à fait passionnant, singulier, et s'affirmer, même quand on est un peu défricheur dans un monde qui au départ est très masculin. Ce qui fait la transition avec Corinne Vezzoni, qui est architecte. Et là aussi, l'architecture donc, est un milieu quand même à la base très, très, très masculin, y compris parce qu'il est comme d'ailleurs la production cinématographique, où il y a des points communs de produire un bâtiment, un quartier de ville. C'est une véritable entreprise, ce sont des responsabilités, des personnes à gérer, les équipes. C'est des métiers qui sont jugés difficiles. Mais là, justement, je me fais l'avocat du diable, qui ont parfois été justement considérés comme n'étant pas faits pour les femmes. Donc vieux travers misogyne. Donc comment, Corinne, êtes-vous entrée dans l'architecture, entrer en architecture, j'allais dire, comme on entre en religion, et puis jusqu'au point de créer votre agence? Et il y a quand même très peu de femmes qui ont créé une agence d'architecture et qui se confrontent à des grandes commandes publiques, jusque dans cette belle ville de Toulon, où vous dessinez tout un quartier de ville. Bonsoir à tous. Effectivement, il y a peu de femmes qui créent leur entreprise, même s'il y a énormément de femmes qui rentrent dans les écoles d'architecture, puisque à l'heure actuelle, on est quasiment à égalité entre hommes et femmes, enfin entre étudiantes et étudiants. Et curieusement, effectivement, on ne les retrouve pas ensuite dans la création des entreprises. On les retrouve souvent dans des agences, mais prennent la décision de créer leur propre agence, c'est plus rare. Je crois qu'il y a de l'ordre de 14% de femmes qui créent leur propre agence. C'est vrai que c'est un univers où on imagine souvent les femmes dédiées plutôt à la décoration ou à la construction de maisons individuelles, parce qu'on estime que les femmes sont plus à même de répondre aux questions de la vie du quotidien, de la famille. Et c'est quelque chose qui ne m'a jamais intéressée. Et justement, dès que j'ai commencé à travailler, j'ai pas commencé à travailler, j'ai eu énormément de mal à m'installer et à réaliser que je pouvais, et à réussir à vivre de mon travail. Il a fallu de nombreuses années, parce que d'une part, j'arrivais dans une ville, j'ai décidé de m'installer à Marseille, arrivant du Maroc, et une ville que je ne connaissais pas, et où les réseaux étaient déjà en place, et où il faut savoir qu'en architecture, il y a deux types d'accès à la commande. L'accès par les voies des concours et des compétitions, et qui sont, pour tout ce qui est de l'ordre d'investissement public,
comme les bibliothèques, les musées, les universités. Là, lorsqu'il y a de l'argent public investi, c'est soumis à compétition, et c'est obligatoire en France et en Europe. Et il y a la commande privée, où là, il faut avoir un réseau, des connaissances pour accéder. On vous commande directement un immeuble de bureau d'habitation. Et je me suis rendu compte que c'était un univers totalement inaccessible parce que je ne connaissais personne et qu'il n'y avait strictement aucune femme, et il n'y en a toujours aucune, par exemple, à Marseille, et il y en a très peu à Paris également, qui construisent avec le privé, qui construisent dans la commande privée, à qui on ne commande pas. Et je n'ai jamais eu accès à cette commande. Et j'ai décidé, je me suis dit, bien la seule voie, c'est la compétition. Et il y a une chose qui est formidable pour les architectes en France, c'est que la compétition est rémunérée lorsqu'on est retenu, ce qui permet aux architectes de vivre quand même. Et surtout, elle est anonyme en Europe. C'est la réglementation européenne. Et l'anonymat m'a sauvée. Et il fallait effectivement accéder, être retenu à concourir. C'était quand même la difficulté. Mais une fois qu'on est sélectionné, à ce moment-là, l'anonymat rentre en jeu et ça règle bien des questions, évidemment. Et ça a été un élément important. J'avais décidé, parce que ça aussi, comme ça a été dit, l'éducation joue un grand rôle, évidemment. Le regard que la mère porte, enfin, du moins moi, ça a été ma mère qui a toujours été très attentive à cette question d'indépendance de la femme. Et ça passe aussi par ça. Ce qu'on met dans la tête au départ est important. Et donc, je m'étais dit que l'accès à des grands concours et des grands sujets qui fabriquent la ville, qui participent à comment va-t-on vivre demain, qu'est-ce qu'on peut apporter au niveau de l'espace public, le lieu du vivre ensemble, de la rencontre. Et c'est finalement là où tout se joue aussi. C'est dans la ville, sur l'espace public, où là, c'est un lieu qu'on partage tous, qui est propriétaire de tous, dont tout le monde est propriétaire, et c'est là où on se rencontre. Et c'est là où on connaît l'autre et où on comprend que finalement, il n'est pas aussi inquiétant que ça. Et je me dis que c'est bien là où les femmes dans les pays où elles n'ont pas accès à cet espace-là, à l'espace de rencontre, eh bien, ce sont les pays où ça marche sans doute le moins bien. Et c'est là où, effectivement, elles sont mises à l'écart. Et c'est cet accès, je crois que vous allez en parler, cet accès à l'extérieur, à la égalité avec l'autre. Et je me suis toujours attachée à ces questions-là, ces lieux de rencontre, aussi bien dans mes bâtiments qu'à l'extérieur. Les lieux de convivialité sont les lieux qui font fonctionner une société, à mon sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Corinne. Oui, vous pouvez l'applaudir. Rappelez-moi le quartier que vous êtes en train de dessiner à Toulon. Sur Toulon, je travaille ça s'appelle l'îlot Chalussé. Le quartier Chalussé, c'est tout près d'ici. Quand on sort de la place de la Liberté, c'est tout de suite l'îlot qui se trouve à droite, où se trouve un parc actuellement pour les Toulonnais. Je ne sais pas si le parc s'appelle Chalussé, mais c'est un parc qui a été un très beau parc, qui avait été planté de plantes botaniques qui arrivaient les marins avaient emmené. Toulon est une ville de marins et ils amenaient des graines et des plantes des différents pays et ils avaient planté un jardin botanique. Et puis lorsqu'ils ont dû quitter ce site, il y avait également un ancien hôpital lié à la Charité. Quand ils ont quitté ce site, tout a été déterré. Et donc tout le sujet était de retrouver ce jardin et de construire à l'arrière un quartier entier, puisqu'il y a à la fois une question urbaine, recomposer la ville en plein cœur de ville, attirer à nouveau des jeunes et du logement également sur ce site, avec l'école supérieure d'art, l'école de commerce, la médiathèque, des logements, des bureaux pour le conseil général, ce qui fait que la mixité aussi au niveau des programmes, et ça aussi c'est quelque chose d'important, comment mélanger les activités, les fonctions, les usages, qui font que là aussi on se rencontre, et là aussi la mixité crée évidemment la richesse de la ville.
Merci Corinne. C'est très intéressant ce que vous avez dit sur l'anonymat des concours. C'est des choses qu'on a pu voir aussi dans d'autres disciplines, comme les tests, les blind tests pour des candidatures. Ce qui est intéressant aussi, c'est une fois que vous avez passé ces obstacles, est-ce que parfois vous avez eu quand même vous êtes heurté malgré tout à des préjugés ou à des remarques un peu sexistes, désobligeantes, voire même, je crois dans la ville de Cannes, vous avez eu même une déconvenue un peu plus sérieuse même. Oui, pour le Palais des Festivals, effectivement, où là, c'était inenvisageable. C'était un concours que j'ai gagné, que nous avons gagné très largement, mon agence, et le maire de Cannes ne voulait pas du tout d'une femme. Voilà, donc malgré tout, il y a parfois encore des... D'autant plus que j'étais pas encore, c'était il y a 6 ans de ça, 6-7 ans, et j'avais pas le niveau de reconnaissance qu'il estimait nécessaire pour la ville, et c'était inenvisageable pour lui, et il a fait casser le concours, et ça a été vraiment un sujet... Voilà, donc c'était important de le dire, parce que voilà, tout n'est pas rose, malgré la réglementation européenne. Effectivement, c'est un univers assez dur. D'autant plus que le monde du bâtiment est quand même un univers très, très masculin, parce qu'après, il y a la question du chantier, il y a la question de venir se frotter à... On dessine et on envisage de manière intellectuelle, finalement. On pense le bâtiment, on l'envisage spatialement, mais après, ce n'est pas nous qui le construisons. C'est la grande différence avec beaucoup d'artistes, où un peintre... sa pensée est traduite immédiatement par sa main. Tandis que nous, ce n'est pas notre main qui va fabriquer, c'est la main des autres, des entreprises et des hommes qui vont venir le réaliser. Et ça, c'est la grande difficulté, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, on se heurte à un monde beaucoup plus dur, et il faut démontrer qu'on sait faire aussi, et qu'on peut avoir un jugement sur le travail de l'autre. Et c'est là où, évidemment, les réflexions fusent souvent sur la question, à ce moment-là, des entreprises et des ouvriers du chantier qui n'envisagent pas qu'on puisse faire des remarques sur leur travail, alors que c'est notre rôle aussi, puisqu'on doit à ce moment-là voir, on est quelque part un chef d'orchestre, et c'est là où évidemment on a parfois des remarques un peu cinglantes qu'une femme n'a rien à faire là, ou ne peut pas comprendre. Voilà, ça vous l'avez au quotidien, enfin ça arrive souvent. Non, je l'ai eu plutôt au début de ma carrière. Je ne l'ai plus du tout actuellement. Il faut effectivement. Après, vous savez leur parler. Le sujet, c'est la légitimité et la reconnaissance. Une fois qu'on a passé un petit cap, on sent bien que les choses sont plus. Est-ce que c'est pareil dans le cinéma, parce qu'on discutait aussi parfois des remarques un peu désobligeantes de certains chefs opérateurs. Est-ce que une fois qu'on a fait un film, 2 films, 3 films, c'est pareil, ce genre de préjugés disparaît, ou est-ce qu'ils ont la vie dure? Ça reste individuel, hein. Ça reste individuel et générationnel, je dirais. C'est-à-dire que quand même dans les nouvelles générations, ça arrive moins. Mais il peut arriver qu'un, entre guillemets, vieux de la vieille, cadreur, qui a fait tous les films de machin et de trucs et de bidules, si vous lui dites, moi ça m'est arrivé, oui, je lui dis, non, c'est pas du tout le cadre que je veux, je suis très attentive au cadre, parce que quand même ça reste l'œil, ça reste le mien. Et donc, et il n'avait pas l'habitude de travailler comme ça. C'est vrai qu'il supportait très très mal, hein, extrêmement mal. C'était très difficile, ouais. Très très dur. Mais non, il doit juste accepter de faire son travail et me laisser faire le mien, en fait. C'est aussi simple que ça, quoi. C'est chacun. En fait, c'est un problème de fonction. Il ne faut pas qu'il y ait un problème de fonction. Ça n'a pas d'importance, quel que soit le sexe de la personne qui fait ça ou ça. C'est la fonction qui doit primer. Merci Zabou. Alors, dans la littérature, et donc je vais donner la parole à Leïla Slimani, qui est donc auteur, écrivain. Évidemment, on a moins d'intermédiaires que dans le cinéma, l'architecture. Bon, on a quand même un qui s'appelle l'éditeur. C'est vrai que s'il n'y a pas d'éditeur, c'est compliqué pour un écrivain de voir son œuvre exister, même si aujourd'hui, avec le numérique, les blogs, etc., on peut quand même arriver à se faire entendre. Donc le monde de l'édition est aussi un monde encore très masculin, en tout cas au niveau des postes dirigeants des grandes maisons d'édition. Donc quand on est une jeune femme et qu'on arrive avec un livre, donc vous avez peut-être lu, donc
je parle de votre livre parce qu'il y en a d'autres en préparation, mais pour l'instant, on vous connaît surtout comme l'auteur de Dans le jardin de l'ogre, dont vous allez nous parler. Donc voilà, comment est-ce que est venu ce cheminement? Est-ce que ça a été facile pour vous d'être édité? Et puis comment est venu même le thème de votre livre? Je voudrais déjà commencer par rebondir sur ce qu'ont dit Macha, Dorothée et Zabou. Moi, contrairement à elle, j'ai vécu le fait d'être une femme, moi, comme une malédiction. Vraiment, dès l'enfance, j'ai pas du tout considéré que j'étais comme un homme ou que j'étais androgyne. Je vivais vraiment ça comme une punition, comme une malédiction, parce que très tôt, j'ai compris tout ce que ça allait avoir comme conséquence, parce que moi, j'ai grandi à Rabat, au Maroc. C'est important de dire d'où vous venez aussi. Voilà, dans une famille une famille ouverte, éclairée et tout, mais dans une société, dans un monde où les filles ne pouvaient pas faire les mêmes choses que les garçons. Où une fille, ça rentre tôt à la maison, où une fille, ça aide maman à faire le ménage et à faire la cuisine, où une fille ne donne pas son avis à table quand les garçons parlent. Et puis, plus les années passaient, et plus j'avais conscience des humiliations, que le fait d'être une femme, c'était des humiliations constantes. C'est-à-dire que ma mère, quand elle allait à la préfecture ou au tribunal, par exemple, ma mère, elle représentait un demi-être humain, un demi-témoin, quand mon père représentait 2 parce qu'il était un homme. Que quand mon père il devait recevoir l'argent de sa retraite, il fallait que ses filles non mariées fournissent un certificat de virginité. Alors qu'on avait 16 ans, qu'on était à l'école, c'est des choses qui sont extrêmement humiliantes. Et je me rappelle très très bien quelque chose qui m'avait traumatisée, de ma tante qui avait 19 ans, qui était enceinte, qui voulait passer le permis de conduire. Et ses frères ont trouvé ça tellement choquant qu'elle soit dans la voiture seule avec un homme pour passer le permis de conduire. C'était le moniteur d'auto-école, elle était enceinte et tout, qu'elle n'a jamais pu passer son permis de conduire et qu'elle l'a passé à l'âge de 45 ans. Et donc je savais très bien tout ce que le fait d'être femme allait m'empêcher de faire, et que tout ce que j'allais faire allait être une transgression et donc allait avoir un prix extrêmement lourd, et que j'allais devoir me confronter et affronter des gens pour pouvoir faire ça. Et je me souviens très très bien que ma grand-mère disait toujours qu'il y avait pour elle 2 choses qu'une femme ne pouvait pas faire. Errer dans la rue, librement, errer, et je crois que le mot errer c'est important, c'est-à-dire ne pas aller d'un endroit à un autre, pas juste aller faire les courses ou je sais pas quoi, errer, marcher, flâner et tout, et être seule. Elle disait une femme, dans nos pays, une femme elle n'est jamais seule, parce qu'elle est toujours la mère de quelqu'un, la tante de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, la femme de quelqu'un, on vient toujours lui demander quelque chose et tout, elle n'a jamais ça. Et je crois que l'écriture, c'est exactement ça. Et je crois que c'est pour ça que j'ai voulu être écrivain, parce que je veux errer dans la rue et que je veux être seule. Et que Non mais c'est vrai, c'est ça la transgression de ma vie, pour moi ça a été ça, errer dans la rue et être seule. Après, il y a la question évidemment des modèles. Moi, en plus d'être une femme, en plus de vouloir être écrivain, je suis maghrébine, je voulais être éditée en France, les modèles, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et puis, il y a, vous disiez le monde de l'édition, il y a en France aujourd'hui, malheureusement, une espèce de tendance inverse. Vous vous retrouvez parfois à être instrumentalisé pour ce que vous êtes. Ah, tu es une jeune fille maghrébine, mais c'est intéressant ça. Même si tu n'as pas grand-chose à dire, c'est pas grave. Tu vois, on va t'aider, on va mettre comme ça, puis on va se dire, regardez, une jeune fille maghrébine un peu libre et tout. Puis tu en rajoutes un peu dans la liberté, dans l'audace, tu rajoutes du courage, dis que t'étais voilée, des trucs vraiment mais hallucinants. Donc moi, j'avais pas envie de me laisser instrumentaliser par ça, j'avais vraiment envie d'être écrivain, Et là, je lis le livre de Virginia Woolf, que sans doute beaucoup d'entre vous ont lu, Une chambre à soi, qui est un livre, mais vraiment que je trouve absolument magnifique, où elle raconte en fait l'histoire de ce livre. C'est une conférence qu'on lui a demandé de tenir, un texte qu'on lui a demandé d'écrire sur les femmes et le roman. Elle se dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir écrire là-dessus? Et puis elle se balade comme ça, elle est dans une université, puis elle se dit, je vais aller lire des livres, pour voir ce que je pourrais écrire là-dessus. Puis elle arrive devant la porte de la bibliothèque, et un monsieur bien habillé lui fait d'un signe très discret, il lui fait un signe comme ça. Et elle comprend que les femmes n'ont pas le droit de rentrer dans la bibliothèque, à moins d'être accompagnées par un professeur ou par un étudiant qui a été agréé. Et elle montre finalement que dans chaque culture, dans chaque époque, les femmes n'ont pas eu cet accès à l'écriture. Et puis elle analyse ensuite les rares romans féminins auxquels elle a accès, donc les sœurs Brontë, Jane Austen. Et puis quand elle regarde, elle dit quand même c'est triste parce que ces femmes, si elles n'avaient pas été femmes,
finalement leurs romans auraient été beaucoup plus forts parce qu'elles ne se seraient pas senties obligées tout le temps de revenir à leurs conditions, de revenir à leur misère et de faire de leurs propres conditions constamment l'objet de leur roman. Et c'est ce qui a donné lieu après à cette grande critique sur le roman féminin. Où vous avez eu tous ces critiques littéraires qui disent bon, bah, les femmes, d'accord, elles nous parlent de l'amour, de leurs angoisses, de l'intimité et tout. Finalement, c'est du petit roman, quoi. C'est de la petite littérature du quotidien, ça vole pas très haut. Et c'est des choses que vous entendez encore aujourd'hui, hein. Il y a énormément de femmes qui écrivent, on dit oui, bah, c'est bien gentil, quoi, mais enfin, c'est pas la grande littérature, c'est pas les Tolstoï, etc. Et je crois que vraiment il faut s'insurger contre ça, et puis il faut essayer de justement parler des modèles. Moi, mes modèles sont des femmes et mes modèles sont aussi des hommes. Moi, je crois qu'une femme, elle doit aussi oser avoir des modèles qui sont des hommes. Moi, j'ose affirmer que bah, si j'ai envie d'être Tolstoï, si j'ai envie d'être Zola, si j'ai envie d'être je sais pas quoi, je peux l'être, enfin si j'en ai envie. Après, il n'y a que le talent qui décide des choses et certainement pas le sexe. Une fois que de toute façon on a fait cette première transgression, après tous les horizons sont ouverts et il faut se permettre justement d'accéder à quoi que ce soit. Et le monde littéraire est un monde extrêmement misogyne. Moi je l'ai découvert, enfin je ne m'en doutais pas du tout, mais je l'ai découvert après. On se dit oh mais elle est bien mignonne, oh, mais elle a écrit un roman. Et puis il y a un côté très paternaliste. Ah ben c'est bien, et maintenant ça vous a libéré, donc ils vous disent bon maintenant finalement ça y est, vous avez terminé, rentrez chez vous, quoi. Voilà, vous êtes traumatisés, on est au courant. Donc, et puis c'est toujours autobiographique. Quand vous êtes une femme, tout ce que vous écrivez est autobiographique. Absolument tout, donc c'est vos problèmes avec votre maman, c'est des traumatismes avec votre papa, votre truc. En fait, votre capacité d'imagination est toujours beaucoup plus étroite que celle d'un homme. C'est-à-dire l'homme, il a des univers entiers, il est capable de se transporter dans d'autres époques et tout. La femme, non. Ah non, mais j'ai bien compris, hein. J'ai compris votre jeu, j'ai compris ce que vous vouliez dire. Donc je crois que voilà, c'est vraiment là-dessus, il ne faut pas se laisser envahir par ces frontières-là. En arabe, on dit qu'il y a, pour les femmes, quelque chose qu'on appelle les houdoud. Les houdoud, ce sont les frontières invisibles. C'est-à-dire que le monde, pour les femmes, il est fait de frontières invisibles. Ce n'est pas des endroits qui sont fermés, vous pouvez ouvrir la porte et rentrer. Mais une fois que vous allez rentrer, vous allez vous sentir terriblement mal à l'aise. Les regards qui vont être portés sur vous. Vous rentrez dans le métro, vous rentrez dans un bar, vous rentrez dans un hôtel tard le soir. Un homme ne sait pas ce que c'est le regard qu'on porte sur une femme dans ces situations-là. Il ne se rend pas compte. Et bien c'est ça, faire reculer ces houdoud, ces frontières invisibles. Pour moi, c'est ça. Et de faire que, comme disait Marguerite Yourcenar, quand on lui demandait « Vous êtes la première femme à entrer à l'Académie française, qu'est-ce que ça vous fait ?» Elle disait avec sa voix très snob « Mais je ne vois pas ni d'hommes ni de femmes, je ne vois que des êtres humains. » Et ben pour moi, ce sera ça le moment où, voilà, on aura abouti à un horizon à peu près acceptable. Merci Laïla. Je n'ai même pas besoin de faire la transition puisque vous l'avez fait. C'est effectivement comment est-ce qu'on peut faire reculer ces murs invisibles. On parle des plafonds de verre, je ne connaissais pas l'expression redoute, mais elle est très belle aussi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Et là, évidemment, on ouvrira aussi le débat à la salle. Je retiens déjà parce que l'éducation, parce que c'est vrai que c'est tout. On dit que tout passe toujours par l'éducation. Donc l'éducation que vous avez reçue, qui vous a permis justement déjà de déplacer les montagnes. Et donc c'est vrai que là, on a des situations très différentes entre quand même des pays européens. Avec des nuances, hein, parce que les pays nordiques sont évidemment beaucoup plus avancés que les pays méditerranéens. Mais au sud de la Méditerranée, là, évidemment, on a encore un problème bien plus insurmontable à franchir. Mais voilà, c'est pas pour rien si beaucoup de petites filles sont empêchées d'aller à l'école quand elles ne sont pas simplement assassinées ou brûlées vives pour effectivement les empêcher d'accéder à l'éducation. Donc, on sait qu'il y a ce sujet de l'éducation, mais il y en a d'autres aussi, d'autres façons de faire. On parle parfois des quotas ou des académies ou des mécanismes d'incitation en fait qui permettent justement d'accélérer un peu ce que disait un peu Zabou tout à l'heure, c'est-à-dire des moyens qui peuvent paraître artificiels mais qui peuvent être utiles ou efficaces en tout cas pour accélérer des changements. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour
pour améliorer les choses. Alors peut-être de rester justement avec Leïla, parce que la situation... Moi, c'est une question qui m'a toujours taraudée, c'est pourquoi il y a des gens, même dans des mondes où tout les empêche, dans l'obscurantisme, pourquoi il y a des gens qui sont libres et qui viennent parfois de milieux très pauvres, très populaires et tout, et pourquoi eux? Et moi, je suis en train d'écrire un livre sur la sexualité des Marocaines où je suis allée à la rencontre d'une centaine de femmes, dans plein de milieux différents, des femmes très très religieuses comme des femmes totalement athées et tout. Et je suis toujours fascinée par cette question, pourquoi ? Pourquoi, par exemple, je rencontre une fille, elle a 10 frères et sœurs, elle vient d'un bidonville de Casablanca, elle est la première de sa famille à avoir eu le bac, elle arrive à s'installer en centre-ville, elle vit seule, elle décide malgré la loi de perdre sa virginité et de le faire, mais pas comme ça, quoi, de le faire parce qu'elle est amoureuse, qu'elle en a envie, qu'elle l'assume, elle vit sa vie et tout. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui t'a prédisposé à ça? Et elle m'a dit, absolument rien. Elle m'a dit, c'est la vie, je me suis confrontée tout le temps à des obstacles. J'ai lu, quand même, la lecture et la culture, et on ne le rappellera jamais assez. La culture, ça ouvre. J'ai vu des films, je me suis rendu compte qu'ailleurs, les gens vivaient différemment. J'ai comparé avec ce qu'on me racontait, et je me suis rendu compte que tout ce qu'on me racontait n'était pas pure vérité ou n'était pas la seule chose incontournable. Et moi, je crois qu'effectivement, la culture, la littérature est un outil mais indispensable pour permettre aux femmes de s'émanciper et de se rendre compte qu'elles peuvent prendre leur vie en main, qu'elles y ont le droit, qu'elles ont une légitimité, et que cette culture-là, elle n'est ni féminine, ni masculine, ni rien du tout. La culture en entier, tout, mais je veux dire, c'est des filles, elle m'a dit, mais moi je disais pas des grands trucs, même si je disais des arlequins et que je regardais des comédies romantiques, mais la fille, pour elle, Julia Roberts, vous vous rendez pas compte? Elle se dit, mais il y a des gens qui vivent comme ça, il y a des gens qui sont libres comme ça, mais pour des jeunes filles dans des quartiers populaires d'Alger, de Tunis ou je sais pas quoi, c'est extraordinaire de voir ça. Ben voilà, la diffusion de la culture, ça c'est la chose à mon avis la plus importante, et je vous assure que c'est pas juste un truc comme ça, c'est vraiment important à mon avis pour l'émancipation des jeunes filles dans le monde musulman notamment. Merci Léla. Zabou, oui, moi, je trouve ça, c'est vrai. Puis, alors, ce que je trouve très beau, c'est et vraiment une chose que je défends, c'est vraiment la culture la plus large, et que voilà, d'aimer d'aller du western au film d'anticipation, enfin au roman d'anticipation, au roman gore. Moi, j'ai tout fait, hein, science-fiction, tout. Et c'est formidable. Mais le truc, c'est que après, c'est tellement compliqué, parce qu'après, pour qu'elle ait envie, alors il peut y avoir des perles, effectivement, des petites pépites par-ci par-là. C'est juste, est-ce que pour les multiplier plus vite, évidemment, elle-même va certainement donner la même envie à sa famille, à ses enfants, à ses voilà. Mais pour que plus il y en aura, et puis il y en aura pour qui ça se passera. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne va pas seulement compter sur le temps qui va être encore très 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 long. Donc ce que je disais juste, c'est que peut-être, même si parfois ça me hérisse, ce qu'on appelle la ségrégation positive n'est pas forcément à déconsidérer dans certaines occasions pour juste favoriser, oui, certaines choses. C'est ce qu'ils ont commencé à faire, par exemple, au Conservatoire d'art dramatique. La directrice est allée à Bobigny en disant, je veux qu'ils passent les concours. Il y a aussi une manière de favoriser la mise en route, on va dire. Voilà. Pour que la mise en route se fasse, il vaut bien qu'il y ait un petit peu plus qu'une personne. Mais évidemment, il y en a qui sort, c'est magique, quoi, c'est magnifique. Mais c'est juste pour que... Il y en a une, et puis un deuxième qui parle d'eux, et puis un troisième, et plus il y en a, plus ça favorisera... Enfin, meilleur on se portera, meilleur les femmes se porteront, me semble-t-il. Enfin... De ce point de vue-là, alors on voit bien la situation est très contrastée entre pays du Nord, pays de tradition musulmane, où là il y a vraiment, ça doit se faire vraiment au niveau d'éducation de base, qui là n'est même pas assurée à égalité entre les petits garçons et les petites filles.
Mais effectivement, ensuite, quand on rentre dans des sujets plus complexes, ce que je vois, c'est que dans les écoles, notamment si on regarde le cas de la France, ça commence à se corriger. D'ailleurs, Corinne disait tout à l'heure que dans les écoles d'architecture, on est quasiment à parité, je crois, entre des garçons et les filles à choisir ces écoles. C'est le cas aussi dans les écoles de cinéma. La FEMIS, on est à 50-50 maintenant. D'ailleurs, le directeur de la FEMIS était très content la dernière fois de voir que pour la première fois, il avait un garçon qui s'inscrivait comme script. Parce que script, c'était traditionnellement un métier considéré comme réservé aux femmes, de même qu'ingénieur du son, c'était ou cadreur ou chef opérateur, c'était plutôt réservé aux hommes. Et donc on voit aussi que les stéréotypes, il y en a dans les deux sens, donc il était très content à la fois d'avoir la parité, mais aussi que maintenant des hommes souhaitent devenir script. Donc ça s'améliore dans les écoles, mais c'est vrai que c'est le stade d'après qui reste difficile. En France, on a 40% de producteurs, de productrices de cinéma, donc ça s'est bien amélioré. Mais on n'a qu'un quart de réalisatrices, 25%. Donc effectivement, il est question de quotas. Est-ce qu'il faut dans des systèmes où il y a des financements publics importants, ou dans les festivals, est-ce qu'il y a des mesures qui doivent être mises en place pour accélérer justement cette arrivée à parité? Donc voilà, c'est une question ouverte à notre assistance et puis aussi à la salle dans quelques instants. Je ne sais pas si Pascal, tu veux réagir? Oui, moi je partage le point de vue de Zabou, dans le sens où ces quotas peuvent avoir, c'est d'ailleurs le mot n'est pas très joli, mais bon, peuvent avoir des effets pervers, mais néanmoins ils sont selon moi indispensables. Dans un premier temps, il faudrait qu'ils soient fixés à très court terme, mais ils sont indispensables, ne serait-ce que pour que les femmes, il n'y a pas simplement l'exemplarité qui compte, il y a aussi le fait de se sentir isolé ou pas. C'est vrai que lorsqu'on est dans un conseil d'administration, lorsqu'on est dans un débat politique ou autre, et qu'on est la seule femme, c'est très difficile de prendre la parole, de se sentir légitime, de se sentir à l'aise. Et donc on est forcément diminué, malheureusement d'ailleurs, et ne serait-ce que pour ne pas se retrouver dans ces situations-là, il est important d'encourager les femmes à des postes de responsabilité, où là on parle d'artistique également. Donc après, par quels moyens? Je pense qu'il faut aussi éduquer les hommes. On parle de femmes, là on a que des exemples de femmes qui ont les ressources en elles pour X raisons, parce que soutenues par la famille, ou parce que, au contraire, en réaction peut-être avec un vécu. Mais je pense que le changement, ça passe aussi par l'éducation des hommes, l'éducation des jeunes hommes. Je sais qu'en Suède, par exemple, ils ont décidé d'offrir un ouvrage féministe à tous les lycéens, évidemment garçons-filles confondus, de 16 ans. Bon, ça c'est une façon d'éveiller les consciences garçons-filles à ce sujet, mais voilà, pour moi c'est fondamental le regard des hommes, parce que si les femmes sont aujourd'hui dans cette situation-là, c'est aussi parce que malgré tout, l'homme continue à être éduqué avec un sentiment de toute puissance, un sentiment de domination. Je ne vais pas faire des raccourcis, mais s'il y a des violences faites aux femmes, c'est aussi peut-être parce qu'au fond, ils ont ce sentiment-là. Donc voilà, je pense que le changement de société aujourd'hui doit passer beaucoup par les hommes et par la manière dont les hommes considèrent les femmes. Et les femmes qui ont réussi, souvent, sont, en tous les cas, moi je parle un petit peu pas forcément le domaine artistique, mais dans une entreprise, celles qui sont arrivées à des postes à responsabilité, où elles sont seules, où elles sont accompagnées d'hommes qui croient en elles et qui n'ont pas... le plus grand obstacle pour une femme, pour réussir, une femme dirigeante, c'est le salaire de son mari, dit-on. C'est-à-dire qu'un homme qui réussit et ne considère moins sa femme va être représenté le plus gros obstacle. Donc voilà, moi je voulais... Oui. Oui, non, et puis peut-être citer un exemple aussi, l'opéra comique par exemple, parce que tu as progressé très rapidement avant de venir ici à l'opéra comique, avec une personnalité qu'on pouvait considérer comme un peu macho, Jérôme Savary. On parlait avant ce débat de Jérôme Savary, qui en effet représente le machisme dans sa... En tous les cas, sur ses mises en scène et la façon dont il pouvait présenter les femmes. Et en même temps, voilà, quand je parlais d'éduquer les hommes, c'est un homme qui permettait aux femmes de progresser, ou en tous les cas de mener de front, parce que là aussi c'est un des principaux obstacles au déroulement d'une carrière, une vie de mère et une vie de femme. Et il était extrêmement attentionné. D'abord, il faisait confiance aux femmes, puisqu'il m'a nommé à ce poste, en effet.
alors que j'étais femme et très jeune. Et par ailleurs, en étant extrêmement soucieux de comment on peut être à la fois mère et avec un poste à responsabilité. Donc ça aussi, moi, j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours depuis la fin de mes études. J'ai toujours été aux côtés de directeurs hommes. Alors bon, ça aussi, je n'ai jamais eu de directrice femme, mais qui ont su voilà, accompagner cette réalité. Et donc, oui, je racontais des anecdotes comme même avec sa secrétaire avec laquelle il mettait lui-même les biberons parce qu'elle tirait son lait, parce qu'elle venait d'avoir un enfant, donc il était très inquiet de savoir si elle avait tiré son lait, si le biberon était dans le frigo. Et avec moi également, de savoir si, voilà, le mercredi, il fallait que je rentre à la maison pour m'occuper de mes enfants. Voilà, on a besoin d'hommes comme ça qui accompagnent les femmes et non pas qui, au contraire, les pénalisent dans leur parcours professionnel parce qu'elles ont eu des enfants, parce que, ben voilà, elles ont des congés maternité. Bien qu'il y en ait voilà, qui fassent des enfants dans cette société, il se trouve que ce sont les femmes et n'ont pas à être pénalisées pour cela. Merci. C'est un sujet effectivement très intéressant. Il y a d'ailleurs un programme des Nations Unies qui a été monté qui s'appelle He for She et qui consiste dont l'ambassadrice est Emma Watson, qui avait fait un discours assez remarqué et qui consiste justement à encourager les hommes à s'investir aux côtés des femmes. Et il y a beaucoup d'études, de sujets qui montrent qu'en fait les hommes finissent toujours par être victimes de leur propre machisme de toute façon. Il y a même actuellement une polémique autour d'un écrit de Kamel Daoud qui parle de l'état finalement de misère sexuelle dans les pays du Maghreb lié justement à une islamisation très forte et à une ségrégation très forte et qui se retourne finalement contre les hommes eux-mêmes puisqu'ils n'ont plus même accès à une sexualité épanouie et libre dans la mesure où les femmes sont totalement cadenassées. Enfin, c'est un peu ce que disait Leïla tout à l'heure. Enfin, lié en tout cas à des pratiques sociales qui sont... C'est lié aux lois telles qu'elles existent. Il faut quand même savoir que les lois restrictives en matière de sexualité dans tous les pays du Maghreb ont été instituées par le colonisateur. Au Maroc, le code pénal, c'est le code pénal français qui est inspiré du code napoléonien. Et pour empêcher les rencontres entre ce qu'on appelait à l'époque les indigènes et les Français, on a mis en place des lois extrêmement restrictives qui empêchaient les relations sexuelles hors mariage. Le fait par exemple de permettre une femme violée de se marier avec son violeur, c'est une loi qui vient directement du maréchal Lyautey, qui est inspirée du code napoléonien. Elle a été abrogée en France dans les années 50 et elle a continué à être en place au Maroc, en Algérie comme en Tunisie. Alors qu'avant, la sexualité justement des Maghrébins était considérée par le colonisateur comme au contraire très délurée. On regardait la culture, enfin l'orientalisme, etc., où on considérait au contraire... Et d'ailleurs, les frères musulmans, dans les années 30, disent c'est pour ça qu'on s'est fait coloniser, parce qu'on était trop permissif, parce que justement on faisait l'amour, parce qu'il y avait ces trucs-là d'homosexualité, etc., ces traités d'érotologie et tout. Donc au contraire, il faut quand même réhistoriciser les choses. C'est, si vous voulez, l'islamisation ou l'islamisme est venu bien après. Les lois restrictives sur la sexualité, ce sont des lois liées à la colonisation et à une certaine vision de l'arabe comme quelqu'un qui n'arrivait pas à se retenir, si vous voulez, justement de coucher dans tous les coins. La femme arabe, il faut quand même regarder les cartes postales des années 20 avec les Fatma qu'on mettait seins nus et tout. Les femmes arabes, elles étaient, il y a un siècle, elles étaient considérées comme totalement délurées, extrêmement sensuelles. C'est l'inverse de l'image qu'on en a aujourd'hui. Donc il faut quand même réhistoriciser les choses. Ce que dit Kamel Daoud, c'est qu'il y a une misère sexuelle réelle aujourd'hui, mais une misère au sens bourdieusien du terme. C'est-à-dire que cette misère, elle est misère parce que c'est la misère de tout le reste. Quand vous êtes un jeune de 25 ans qui est au chômage, que vous n'avez aucun avenir, que vous vivez encore avec vos parents, que vous n'avez pas d'endroit où emmener votre copine, que tous les bars ont fermé, qu'il n'y a pas un cinéma, qu'il n'y a pas une bibliothèque. Oui, il y a la misère sexuelle, mais c'est ce que Bourdieu appelle une misère de conditions, c'est-à-dire que tout autour de vous vous empêche de vous épanouir, de devenir un être humain. Et bien là, qu'est-ce que vous faites? Soit vous brûlez vos papiers, vous prenez un bateau, vous essayez d'aller en Europe. Aujourd'hui, c'est impossible, les gens savent très bien que ça ne sert à rien. Soit vous devenez islamiste et vous vous dites, bah, tant qu'à crever, ben, je les emmène avec moi, quoi. Je fais crever les autres avec moi. Ben, les femmes, elles se débrouillent, elles font ce qu'elles peuvent, mais les femmes, c'est plus dur pour elles, parce que les femmes, elles ont la virginité. Elles ont ce truc de l'hymen. Donc les hommes, ils peuvent coucher avec les femmes, mais une fois qu'ils ont couché avec elles, ils disent, bon, ben, en revanche, je t'épouse pas, parce que quand même, ça se fait pas. Hein. Et donc la femme, elle se retrouve toute seule, et elle a perdu son seul capital,
qui est la virginité, puisque la femme, son seul capital qu'elle a, c'est la virginité. Et une fois qu'elle n'a plus ça, elle a tout perdu. Elle n'a plus de capital. Elle est invendable, si vous voulez, ce plan. Si on fait une métaphore économique, elle est invendable sur le marché de la conjugalité. Et ben c'est comme ça que, effectivement, il y a une misère sexuelle, mais qui est plus compliquée que due à l'islamisation. Oui, qui est presque une double peine, en fait, si on veut dire. Oui. Oui. Donc, est-ce qu'il y a d'autres... peut-être je reviens sur le sujet, oui, Dorothea. Je vous écoutais discuter, je me suis dit qu'on peut se poser la question sur Ève qui n'a pas dit son dernier mot, sur nous qui n'avons pas dit encore nos derniers mots, mais c'est parce qu'on a le temps. Quand on est préoccupé à labourer les champs, à aller élever ses 5 enfants, à élever ses frères et sœurs, à se libérer de ses bourreaux au fin fond de la jungle, au Sierra Leone, au Congo, ou je ne sais pas où, la première chose, c'est de pouvoir manger, de se remplir le ventre. Avec le ventre plein, on peut dire les choses, on peut essayer d'évoquer des sujets sensibles. Et je trouve qu'ici, on a le luxe de cela. On a la possibilité de... Quand je dis 11, je me compte vraiment dedans. Et souvent, je me dis qu'il y a plein de femmes. D'ailleurs, cet après-midi, je regardais une émission qui parle de certaines femmes au Rwanda qui vivent à la campagne. Certaines sont paysannes, d'autres sont orphelines, d'autres sont très vieilles et qui essayent vraiment de vivre dans le Rwanda d'aujourd'hui. Et je sens qu'il y a une autre voie, elles auraient pu avoir une autre voie, sauf que la pauvreté et la misère les ont obligées à survivre. Et peut-être que ça aurait été des peintres ou des chorégraphes ou des écrivaines ou des je sais pas, enfin, elles auraient eu une autre voie, mais cette voie-là a été fermée aussi par la misère et aussi par la pauvreté. Et là, je me vois aujourd'hui, j'ai ma tenue, je suis bien, je suis confortable, et il ne faut pas que j'oublie aussi que nous n'oublions pas, à part l'éducation, la culture, les livres, qu'il y a aussi d'autres besoins très urgents qu'il faut assouvir avant de dire nos derniers mots, nos dernières paroles. Oui. Et ce qui est, on disait parfois il y a des Mozart qu'on assassine, là il y a des Louise Bourgeois aussi qu'on assassine, c'est-à-dire qu'il y a effectivement dans cet état parfois de misère, de détresse, ce sont les femmes en priorité qui effectivement sont soustraites à cette liberté créative. Je ne sais pas, Macha, si vous souhaitez rebondir là-dessus, sur cette intervention, comment est-ce qu'on peut accélérer le cours des choses justement pour libérer plus de femmes et leur donner plus de voix. Écoutez, je crois qu'aussi il faut changer son regard sur soi-même, déjà, se soigner de ce côté-là, parce qu'on a beaucoup à faire, et puis et aussi cesser d'être dans l'attente de quelque chose. On nous a mis quand même dans l'inconscient collectif et dans notre éducation l'idée qu'il fallait attendre quelque chose qui allait arriver, quelqu'un qui allait arriver, quelque chose de providentiel. Et je pense que il faut faire passer le message aux plus jeunes d'entre nous que les choses se prennent. Il faut conquérir, il faut attraper, et que de ce point de vue-là, les hommes n'ont aucune ou très peu d'inhibition. Et que nous, il faut déchirer ces symboles aussi, que j'ai vus d'ailleurs ici sur les portes, et qui, moi, très longtemps m'ont porté dans mon adolescence, à savoir le symbole féminin qui est un cercle et une croix, et le symbole masculin qui est un cercle et une flèche. Et au fond, moi, ce côté planté là, je trouve qu'effectivement, c'est terrible. Ou alors, si vous vous en emparez, c'est une croix qu'il faut porter. Je pense qu'il faut vraiment partager l'élan. Mais vraiment, là aussi, les vies de femmes sont faites de plein de malentendus. Et sans arrêt, on les résout, et d'énigme en énigme, on avance. Mais ça, c'est un vrai malentendu. Et c'est ce que je dis à mes fils, ce que je dis aux femmes plus jeunes avec qui je travaille. Saisissez-vous des choses. Oui, il faut travailler beaucoup. Oui, il faut prendre la place. On échangeait là-dessus tout à l'heure. Pourquoi si peu de femmes directrices aussi ? Parce qu'il faut prendre la place. Il faut
Il ne faut pas attendre qu'on vienne vous dire tu as le droit d'y aller. Et je m'inclus aussi là-dedans, hein, parce qu'avant très longtemps, ce n'était pas du tout ma préoccupation de diriger quoi que ce soit. Un plateau, c'était déjà beaucoup. C'est-à-dire même pas une forme de direction, c'était arriver à faire aboutir sa propre rêverie. Ce n'était pas dans l'idée de pouvoir de diriger, pas du tout. Et puis après, il y a toute forme d'instruments et la place sociale, il faut qu'un jour, enfin, il faut que dans une vie, un jour, ça a beaucoup à voir avec le calendrier, la vie des femmes, sans arrêt, et des calendriers absolument magnifiques et à réinventer. Il y a un moment où il faut se dire quelle est ma place sociale, et pas seulement ma place intime, ma place amoureuse, ma place de femme, de mère, de fille. Il y a aussi quelle est ma place sociale, qu'est-ce que je fais, où est le rouage, où est-ce que là j'agis sur le monde aussi. Et bien sûr qu'on agit sur le monde aussi dans la sphère intime. C'est pas moi qui vous dirai l'inverse, parce que effectivement le travail d'écriture, le travail de collecter quelque chose, de collecter des sentiments, des impressions, c'est un travail intime et qui révolutionne le monde tout autant. Mais il y a cette chose très souvent inconfortable qui nous bouscule, qui est quelle est ma place sociale. Et après, si on l'apprend pas, si on l'apprend pas, si on n'est pas un peu prédatrice, eh bien on passe à côté de quelque chose et on est extrêmement responsable, notamment des générations futures. Sur cette question, effectivement, de prendre sa place légitime, parfois il y a on voit qu'il y a différentes approches possibles. Il y a l'idée, je dirais, de bon sens, qui est de dire les femmes sont autant de personnes, effectivement, elles composent la moitié de l'humanité, donc elles ont, par définition, elles doivent occuper la moitié du champ, et il y a autant de talents chez les hommes et chez les femmes, donc il y a cette idée de parité, d'égalité, qu'on peut formuler différemment. Et puis parfois on entend cette idée que il y a une approche artistique qui est plus féminine ou plus masculine. Enfin, il y a un débat sur le masculin et le féminin qui ne recoupe pas exactement le débat homme-femme, mais souvent les deux sont un peu associés. Donc je ne sais pas si vous souhaitez réagir aussi là-dessus. Est-ce qu'il y a un art féminin ou un art masculin? Et est-ce que c'est ça aussi qui doit fonder la légitimité d'intervention des femmes? Alors peut-être juste pour me laisser le temps de penser à la réponse, montrer un tout petit film très, très court qui est un peu daté, il date de 1965, mais où justement un journaliste posait la question à une artiste. Et donc je vous laisse découvrir ce petit film de 2 minutes 30. Abusés en matière plastique, avez-vous donc l'âme, chiffon, ficelle, cloué dérisoire, collés, amalgamés, ils deviennent une figure géante, diable bonhomme, monstre proliférant, statue écosse. Vous avez des gangs plongeurs, vous trempez des chiffons dans un seau, vous les étendez. C'est un peu un travail de bonne technique ménagère, non? Oui, vous avez raison. Ça fait une partie de mon travail, mais au lieu de... Le résultat n'est pas une cuisine. Je ne vais pas vous présenter avec un photoshop, mais j'essaie de vous présenter avec un espèce de délire spirituel de moi-même. Et pourtant, c'est curieux. Je vous ai posé la question pour hasard, mais enfin, vous me répondez que c'est un rapport avec un travail de femme. Et pourtant, le résultat n'a rien de féminin. Eh bien, je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Le résultat est féminin, puisque moi, je suis une femme qui m'intéresse exprimer une certaine poésie que je sens en moi. Eh bien, je ne peux que exprimer une poésie féminine. Ça n'a rien à faire. Un mec ne pourrait jamais faire ça. Il n'aurait jamais pu tirer avec un fusil sur des tableaux comme j'ai fait à une certaine époque. Parce que de se servir de ces engins destructifs que l'homme a imaginé, comment une femme qui pourrait s'en servir dans un but constructif est beau. Et c'est la même chose avec mon travail. J'exprime exactement les problèmes de la femme aujourd'hui. Oui, mais je voulais dire qu'au point de vue c'est une certaine puissance, enfin qui apparemment... alors je vois que j'ai affaire avec un anti-féministe, parce que alors vous considérez que les femmes devraient peindre des bouquets de fleurs. Moi, je préfère faire des accouchements. Parce que c'est mon problème. Les bouquets de fleurs ne se mêlent pas. Et est-ce que parfois on vous a posé la question, par exemple, des acheteurs éventuels en regardant vos œuvres,
Ah bah oui, je n'ai pas de l'art, je vais pouvoir le mettre chez moi. Ça vous est arrivé? Ah oui, surtout avec les Français, ils parlaient avec leur mode du 15e. Comment voulez-vous, avec un tas de vieux meubles, ils n'ont pas d'imagination, imaginer qu'avec une belle commode, qu'on pourrait mettre quelque chose qui est de notre siècle. Et ça fait un malheur, la majorité des Français qui ont du fric, ils vivent dans le passé. Peut-on aller au-delà? D'abord, c'est la peinture à l'huile, la peinture extrêmement figurative et compliquée, qui a un grand rapport avec ce que je fais aujourd'hui. Voilà, donc c'était un petit extrait, je trouvais peut-être intéressant pour illustrer ce débat. Il était projeté dans l'exposition consacrée à Niki de Saint-Phal au Grand Palais, vous l'aurez reconnu. Je ne sais pas si Macha veut réagir là-dessus sur... Alors, si on parle de Niki de Saint-Phal, bien sûr que je vais réagir parce que pour moi c'est vraiment un phare toute ma vie, vraiment, sans arrêt. Quand on perd sa colère, quand on perd son énergie, quand on est découragé, il y a des femmes comme ça qui pour moi sont absolument révélatrices de nous-mêmes. Il y a Luce Bourgeois, bien sûr, il y a Germaine Richier, il y en a d'autres aussi, mais elle particulièrement, elle aura traversé ma vie, elle est une absolue référence dans son énergie. Maintenant, ce qu'elle dit, je continue la conversation avec elle d'une certaine façon. Ce qu'elle dit, c'est que moi je pense, pas au contraire, je pense de plus qu'il n'y a pas de genre en art. Et que, comme l'esprit, comme l'âme pour certains, il n'y a pas de genre, c'est le lieu de la libération absolue. Et si le seul genre qui existe, c'est le genre artiste. Mais il n'y a pas d'artiste féminin ou masculin. Après, évidemment, on fait avec ce que l'on a autour de soi. Et nous sommes beaucoup dans la récupération de ce que nous avons autour de... On ramasse beaucoup et j'en parlais avec Agnès Varda, qui est aussi une femme qui compte beaucoup dans ma vie, et Liliane Victor aussi. Et ce sont voilà, quelque chose de très important se dit sur pourquoi on va récolter comme pour consoler le monde. Parce que soi-même, il y a quelque chose à reconstituer en soi pour trouver une légitimité à le faire. Donc c'est un peu... Après, il faut sortir de ce cercle vicieux-là. Mais je comprends Niki de Saint-Phal parce que je la connais bien, et je connais bien son œuvre. C'est à un moment où elle a besoin de dire des choses comme ça. Oui, je suis femme et je le fais et c'est puissant. Et voilà, et c'est ainsi. Et elle affirme quelque chose. C'est la forme que prend sa colère. Parce que, attention, on ne peut pas aujourd'hui être dans une vie de femme et dans une vie d'artiste sans une constante colère. Merci, Macha. Corinne, est-ce que vous voulez... est-ce qu'il y a une architecture masculine ou féminine? C'est aussi un sujet qui se pose parfois. Voilà. Oui, mais c'est curieux, il y a quand même des femmes qui construisent comme ça aussi. Et à Marseille, on a une tour dans cet esprit-là, et construite par une femme. Donc je rejoins Macha quand même, vraiment. Je suis incapable de lire derrière une œuvre ou une architecture ou de la littérature qu'est-ce qui est féminin derrière cette œuvre, de ce qui est masculin, voire même parfois il y a des attitudes qui sont totalement étonnantes. Non, je pense que c'est l'émotion que chacun produit, chaque artiste produit, et ce qui est curieux par contre, ce qui est continu à mon sens dans l'histoire de l'humanité, c'est ce rapport à l'émotion et à la beauté que nous cherchons tous à tout moment, quels que soient les âges. Et c'est surtout ça qui est vraiment étonnant, c'est qu'on a tous cette quête, homme ou femme. Et en architecture, par exemple, il y a eu des interventions féminines dans certaines œuvres qui sont de l'Antiquité, qu'on n'envisage pas. Et récemment encore, des femmes qui étaient inconnues et qui ont légué des œuvres magnifiques et qu'on découvre à l'heure actuelle. Alors, on découvre dans des œuvres plus contemporaines, mais je crois que c'est ce rapport à l'émotion qui est l'essentiel de ce que l'homme apporte, qui, à mon sens, en architecture, en littérature, Leïla ?
Oui, moi j'ajouterais même que je trouve que c'est dommage qu'aujourd'hui, très souvent, on ramène beaucoup les artistes à leur genre, à leur identité, à leur religion, à leur nationalité. Moi, quand je suis derrière ma table de travail et que j'écris, je ne suis pas une femme, je ne suis pas une musulmane, je ne suis pas ni une française ni une marocaine. J'écris une histoire et j'ai l'impression de ne devoir me justifier de rien et que précisément, comme disait Macha, l'art c'est le lieu de la libération et puis c'est le lieu aussi de l'universel où on peut être tout. On peut être qui on veut, on peut devenir un homme, une femme, un grand, un gros, un petit, un elfe, enfin n'importe quoi. Et je crois qu'il faut rendre justement à l'art cette puissance libératoire et cette puissance universelle et arrêter aussi d'enfermer les artistes, d'en faire tout le temps les porte-voix de quelque chose. On n'est pas obligé de vouloir défendre constamment des causes, des religions, etc. Même si l'intimité de chaque artiste fait sa particularité, elle fait aussi son universalité. C'est par là, par l'individualité, par la magie intime de l'artiste que l'émotion universelle naît. Mais on s'en fout de savoir à la limite d'où ça vient. On peut le savoir, après on peut s'y intéresser, on peut dire, on peut décortiquer après coup, parce que ça peut être très intéressant. Il y a plein d'artistes, j'adore savoir après coup. Mais pas, je veux dire, je ne veux pas justifier de mon émotion par ce qu'il a vécu, et on me dit, en plus c'est vrai. Et ça, je m'en fous, quoi. Je veux dire, à la limite, ça peut... Sinon, alors on peut jeter... vous vous rendez compte tout ce qu'on pourrait jeter comme littérature et comme c'est pas grave, c'est pas important. Ce qui compte effectivement, c'est justement c'est l'émotion universelle de l'artiste, quel qu'il soit. Et c'est vrai que c'est fait. Faudrait faire comme pour l'architecture. Faudrait que ça soit anonyme en fait tout le temps. C'est vrai. Moi, je pense que justement, comment dire, je suis animée, je suis inspirée par des personnes en qui je me reconnais. J'aime beaucoup, 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 absolument, follement, éperdument Nina Simone. Et je pense que je l'aime beaucoup parce qu'elle est femme, parce qu'elle est noire, parce qu'elle est puissante, parce qu'elle était aimante, amoureuse, folle aussi, parce qu'elle était pleine de haine, pleine de rage, pleine elle était tout le temps habitée. Dès qu'elle avait quelque chose à faire, dès qu'elle jouait son piano, dès qu'elle racontait quelque chose, il y avait toujours un feu qui la consommait. Et je ne peux pas me séparer de tout ça, de tout ceci, parce que je le suis. En fait, je ne suis pas que femme, je suis femme noire, je suis femme africaine, je suis femme rwandaise, et au Rwanda, il y a encore des catégories, même si j'essaie de tout le temps sortir de ces catégories-là pour surmonter ces cages ou ces trous dans lesquels on essaie de me mettre, ou même moi-même je me mets. Mais je pense que oui, je ne peux pas me définir en dehors D'ailleurs, c'est ce qui enrage beaucoup mon mari, parce qu'il dit « mais moi, j'ai pas envie de me poser des questions ». Et je me dis, c'est parce qu'il est blanc qu'il se pose pas cette question-là, ou parce qu'il est homme qu'il se pose pas cette question-là. Et donc, je sais pas pourquoi je raconte tout ça, ma vie. Mais en tout cas, c'est pour dire que... C'est-à-dire que l'art, pour moi, je ne suis pas sûre que je ferais ce que je fais au jour d'aujourd'hui. Je ne dis pas le contraire. Je dis juste que moi, je crée comme je crée parce que je suis ce que je suis, et je puise mon inspiration là où je la puise. Mais je ne dis pas qu'on est différent. Hein. Bon, alors ça tombe bien, on va laisser justement la parole à la salle, puisqu'on arrive bientôt au terme de ce débat. Mais en tout cas, je trouve que c'est extrêmement intéressant, ce cheminement perpétuel entre le singulier, l'ancré, ce qui s'ancre dans une identité très, très intime et très personnelle, et effectivement l'universel, puisque chaque artiste a envie de s'adresser au monde entier, à l'espèce humaine dans son intégralité.
Est-ce que vous souhaitez réagir sur certains sujets qui ont été évoqués? Oui. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle qui peut... Voilà, le micro va arriver dans quelques instants. Voilà, si vous pouvez préciser si vous adressez la question à une personne en particulier ou si c'est à l'ensemble de l'auditoire. Merci. Non, c'est une question libre, je ne sais pas qui voudra répondre. On a beaucoup parlé des hommes vis-à-vis des femmes, et moi je me pose la question des femmes entre elles, puisque alors dans le monde de l'entreprise, qui est celui que je connais, je remarque que les hommes sont souvent très solidaires entre eux, et les femmes, quand elles accèdent à des postes à responsabilité, elles sont assez dures, comme si quelque part le système engendrait un peu des monstres, en fait, comme si elles n'avaient pas le choix. Elles en ont tellement bavé qu'après, je trouve qu'entre femmes, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'entre un homme ou une femme ou entre deux hommes. Voilà, donc est-ce que vous avez une explication? Pourquoi, d'abord, est-ce que vous le ressentez vous? Et pourquoi les femmes, entre elles, ça peut être compliqué? Question intéressante. Macha? Oui, je comprends. La question est vraiment intéressante. La généralisation est dangereuse. Cependant, parce qu'elle suppose un focus mis sur une femme qui a des responsabilités ou du pouvoir. Cependant, là où je vous rejoins, c'est le mystère absolu de la misogynie féminine. Ça, c'est quelque chose qui reste pour moi, qui me met en état de sidération. Je le conçois très bien d'un homme parce que c'est comme une joute intéressante, historique, ça arme la colère, c'est intéressant. Une femme, ça me sidère, c'est-à-dire j'ai envie de rentrer dans un trou de souris, c'est un paysage terrifiant. Cependant, c'est une détresse. La misogynie féminine est une forme de la détresse, et si on l'objective un peu, c'est pas si grave. Pardon, monsieur ? Ça va. Vous arrivez en fin du débat, soit vous sortez de la salle, et écoutez un petit peu les réponses. Merci. Voilà, merci. Alors, je disais donc, je crois qu'il me semble qu'il y a une réponse à ça, qui est un véritable exercice. Hein, c'est pas une injonction, c'est pas un devoir, c'est un exercice quotidien qui est pour moi une des solutions à cette misogynie qui existe en chacune de nous aussi, parce qu'on s'est un peu détesté soi-même. Je pense que c'est l'exercice de l'admiration. Je pense que si on le fait très concrètement, en allant justement voir celles qui nous ont précédées, celles qui sont devant nous et qui sont encore plus charmantes, intelligentes, vigilantes, fortes, je pense que cet exercice de transmission de l'admiration de ce que l'autre femme produit, il me semble que c'est une solution à ça. Et quelle que soit la situation où l'on est forcément dans une situation quelquefois de pouvoir soi-même, et puis quelquefois on est sous le pouvoir de quelqu'un. Hein, on est jugé, nous, comme artistes, sans arrêt. Moi, quand je parle de mon spectacle, quelquefois on n'en veut pas. Donc forcément, on est... Mais si on a, plutôt que de ressentir une frustration ou quelque chose comme une agressivité à l'égard de l'autre, il me semble que la solution à cette misogynie féminine, c'est l'admiration. Moi, c'est un exercice que j'essaie très, très quotidiennement, et je crois que j'ai raté une journée si je n'ai pas admiré l'œuvre d'une autre femme d'avant, l'œuvre ou celle qui s'approche de moi et qui arrive, qui est plus jeune, et je vous assure que c'est à la fois très apaisant et ça donne des forces incroyables. Merci Macha. Admiration, puis aussi entraide, ce qui permet en fait de vous dire aussi pourquoi il y a un homme sur scène en ce moment. Il se trouve que je suis là en fait par concours des circonstances, mais notamment parce que j'ai croisé la route d'une femme qui a travaillé dans la banque et qui a mis en place un réseau d'entraide justement entre femmes de la banque, qui était un milieu très masculin également. Et ensuite, elle s'est retrouvée directrice de la communication d'un groupe qui est le groupe Kering, groupe du luxe, hein, toutes les marques Saint-Laurent, Balenciaga, etc. Et comme à un moment il y avait une réflexion sur le cinéma, elle s'est rendue compte que contrairement justement à ce qu'elle pensait, le cinéma était aussi un monde où il y avait beaucoup de... où les femmes n'avaient pas justement beaucoup de place. Hein. Et en France, et encore plus au niveau international, parce qu'aux États-Unis, vraiment, la situation est dramatique.
Et donc, elle a décidé, là aussi, d'essayer de stimuler un programme qui serait un programme d'entraide. Et ça s'est traduit notamment par la mise en place d'un cycle de conférences au Festival de Cannes, la remise de prix à des talents jeunes et moins jeunes, pour créer des formes d'entraide, justement, entre femmes du cinéma. C'est ce qu'a fait aussi Gina Davis aux États-Unis. C'est ce qui est en train de monter Cara Tilesi, qui est une Italo-américaine, qui est en train de monter un studio de cinéma sur une base, ce que les Américains appellent non-profit, c'est-à-dire une base de mécénat, pour essayer de produire des films de femmes. Donc, vous avez peut-être vu des choses dans la presse ces derniers jours. Donc, il y a aussi des réseaux d'entraide, de solidarité féminine dans différents secteurs de l'industrie. Voilà. Et puis, par ailleurs, les hommes entre eux aussi, ils ne sont pas toujours tendres. Donc, voilà, il ne faut peut-être pas non plus tout généraliser. Oui, c'est ce que je voulais dire. On n'est peut-être pas dans le même milieu, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je ressens absolument pas. Alors, c'est vrai que c'est aussi dans l'air... Enfin, ça arrange bien certaines personnes de faire croire qu'il y a une misogynie entre les femmes. Moi, en tous les cas, je sens surtout une entraide, des réseaux comme ceux que tu cites qui se montent, etc. Et en tous les cas, dans le secteur culturel et dans mes différentes expériences professionnelles, je n'ai jamais senti cela. Je pense ne pas l'exercer moi-même, enfin je l'espère, et au contraire, j'essaie d'aider les femmes parce que je sais que c'est compliqué. Mais voilà, après c'est une réalité qui existe, je veux bien l'entendre, mais je pencherai plutôt pour la réalité d'entraide et de réseau. Je crois que Corinne voulait dire un mot aussi. C'est à peu près la même chose, c'est que moi je me rends compte depuis peu de temps qu'il y a un vrai, alors peut-être à un certain niveau de responsabilité, je ne sais pas, mais en attendant, je suis surprise de la solidarité qu'elles peuvent exprimer entre elles. Mais il faut aussi dire que les hommes aussi, pas tous les hommes sont à mettre dans le même panier. Et moi, personnellement, j'ai été énormément aidée et soutenue par les hommes. Il ne faut quand même pas l'oublier aussi. Il y a quand même cet hommage à leur rendre aussi. Merci en notre nom à tous. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Intervention, réflexion, oui, monsieur. Oui, bonsoir. Une réflexion et puis une question après. Je voudrais poser à madame, justement, la co-directrice du théâtre. En vous écoutant, je me suis dit, mais le débat est très axé sur des professions qui ont tout un lien avec l'art. Hein. L'architecture, quelque part, est une forme d'art aussi, même s'il y a un côté économique, bien entendu, que ce soit dans la direction d'un théâtre, d'une troupe de danse, ou quand on écrit un livre, ou quand on fait un film, etc. Madame avait soulevé justement tout à l'heure le problème de l'entreprise, qui effectivement numériquement dans une société prend beaucoup de place, c'est évident. Et ce débat n'a pas permis de rentrer autant à fond. Ça aurait été intéressant d'avoir des femmes et des hommes d'ailleurs qui en parlent ensemble. Pourquoi il y a aussi peu de femmes, alors que très justement, vous l'avez dit tout à l'heure, dans toutes les promotions de toutes ces grandes écoles, quelle que soit une école scientifique ou de gestion ou peut-être de théâtre, je ne sais pas, il y a effectivement pratiquement la parité aujourd'hui. Moi, je me rappelle, quand j'ai fait une grande école à l'époque, il devait y avoir 5 filles sur une promotion de 100 personnes. Je me rappelle à la même époque, Anne Chopinet à Polytechnique, les gens se rappellent peut-être non, elle était la major, mais elle était la seule femme. Aujourd'hui, ça a donc énormément évolué. Donc on peut se dire tout est prêt pour que les femmes soient à même dans ce milieu de la société, autre qu'artistique, je ne les mets pas à part bien entendu, mais à prendre une part de pouvoir qui leur est due aussi. Alors, je me dis, dans le milieu artistique, c'est d'autant plus choquant, effectivement, et votre débat est logique, parce que dans l'art, on s'attend à ce que les émotions s'expriment beaucoup plus et une part plus importante, ou moins équilibrée avec le rationnel. Et on sait très bien, quelque part, que les femmes sont peut-être plus habituées, culturellement et historiquement, à libérer leurs émotions plus facilement que les hommes. C'est pas une qualité chez un homme, des fois, de la retenir. Et les femmes, du coup, par contre, à l'inverse, dans le milieu de l'entreprise, dans le milieu de la politique, on le voit bien, sont souvent obligées d'être aussi durs, voire plus durs que les hommes pour faire une place. En politique, des exemples de femmes, quand on y réfléchit, on voit des femmes comme Golda Meir ou Indira Gandhi ou Mme Thatcher qui n'étaient pas spécialement des femmes douces, telles qu'on pourrait les imaginer peut-être trop facilement. Donc on se dit, il y a peut-être quelque chose à corriger des deux côtés. Nous, hommes, il faut qu'on arrive à développer plus une forme de sensibilité, libérer nos émotions, un peu le côté féminin du cerveau, le cerveau droit, cerveau gauche, comme on dit souvent.
C'est un peu ça, ma réflexion que je me fais. Après, vous réagirez peut-être. Et ensuite, la question que je voulais poser à madame, vous avez donné des statistiques très intéressantes au début, avec des pourcentages 15 à 30% selon les secteurs où on voit les femmes, donc on est loin de la parité. Ce qui est intéressant, ce serait de les remettre en perspective. Ce sont des statistiques essentiellement pour des sociétés occidentales, évidemment. J'imagine que dans des sociétés du Maghreb ou d'un contexte musulman, c'est encore plus difficile, évidemment. C'est pas besoin de le commenter très longuement, d'ailleurs. Mais est-ce que ça a évolué quand même récemment, si on compare à il y a 10, 20, 30, 40 ans, ou est-ce que ça stagne à votre avis? Parce que, comme on disait qu'il y a beaucoup de femmes partout maintenant dans tous ces milieux au niveau de la formation, on peut s'attendre à ce qu'à un moment, il y a une génération qui éclose et que ça prenne un peu comme le nénuphar qui double de surface régulièrement dans un étang, et le lendemain, quand il a atteint la moitié, d'un seul coup, il prend tous les temps. On peut peut-être s'attendre à ça aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça évolue dans le bon sens? Écoutez, je ne connais pas bien l'évolution, je crois que ça a tendance à stagner malheureusement, et en tous les cas, ce n'est absolument pas lié à la présence de jeunes femmes dans les formations, dans les universités, puisqu'on voit que l'écart se creuse dès la sortie. Donc on ne peut pas dire que, étant donné que les filles aujourd'hui ont un accès équivalent à celui des garçons aux études supérieures et aux grandes écoles, on ne peut pas dire que ça va petit à petit, progressivement masquer cet écart. Non, je crois qu'on parlait tout à l'heure de politique volontariste et vous disiez artificielle. Je crois que ça ne peut passer que par là, parce que il y a des tas d'obstacles à la progression des femmes, et tant qu'il n'y aura pas une politique volontariste, je pense que les chiffres ne progresseront pas. Et les obstacles sont nombreux. C'est aussi ce qu'il faut, la réalité dont il faut prendre en compte, c'est que les postes ne peuvent pas se multiplier à l'infini. Donc à un moment donné, il y aura aussi une génération d'hommes sacrifiés, et je crois qu'il faut oser le dire, c'est-à-dire que il va falloir se partager le gâteau, entre guillemets, des postes à responsabilité. Et donc c'est pour ça que je disais aussi ça passe par l'éducation des hommes, c'est que les hommes acceptent de laisser leur place, parce qu'il va falloir en arriver là un jour. Donc c'est malheureux à dire, mais il va falloir partager ces postes-là. Voilà, pour dire, par rapport à votre question sur l'évolution et les freins, c'est un petit peu ce dont on a parlé, à savoir la maternité, qui est évidemment le frein principal, mais également des freins psychologiques sur ce que disait Macha, en effet, une femme qui ose prendre, qui ose aller chercher, qui ose s'imposer, qui ose s'imaginer une place dans la société. C'est vrai que dans le cadre de cette thématique, donc, qui dure 2 mois au théâtre, qu'on illustre par des tables rondes, du cinéma et des expositions. Il y a une très belle exposition de Sophie Calle, encore une grande femme artiste. Par exemple, pour la séance cinéma enfant, on s'est amusé à déconstruire les dessins animés de Walt Disney, qui ne sont pas si anciens, mais mes filles ont baigné là-dedans toutes petites, avec les princesses qui attendaient le prince charmant. Donc ce que tu disais, Macha, sur la place de la société, quand on regarde ces dessins animés, notre place, c'est quoi? C'est d'attendre que les choses arrivent, c'est d'attendre que le prince arrive. Et donc il y a toute cette construction psychologique qu'il faut changer de la femme pour que les postes, pour qu'elles s'imaginent, pour qu'elles aillent arracher, chercher les postes à responsabilité. Donc ça évolue très 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 lentement, et tant qu'il n'y aura pas des quotas, malheureusement, pour les conseils d'administration. Et puis d'autres raisons aussi, ce sont les réseaux, autant les femmes ont plaisir à être entre elles, les hommes ont aussi plaisir à être entre eux. Donc quand il s'agit de coopter un poste à responsabilité, un homme préférera peut-être coopter un autre homme, parce que après ça permettra d'aller faire des réunions tardives avec des collègues qui deviendront des amis ou autres. Enfin, voilà, il y a des tas et des tas de raisons, et les choses évoluent très très lentement, trop lentement. Et voilà, et pourtant les jeunes filles qui sont dans les... Il y a un bouquin que m'a prêté Delphine, qui a posé une question tout à l'heure. C'est une femme qui a suivi l'évolution, enfin elle n'a pas suivi l'évolution, elle a retrouvé 15 ans plus tard toute une promotion d'HEC, 15 filles, 15 garçons, et à 100%, c'est-à-dire la totalité des 15 filles sont très en dessous des 15 hommes, 15 ans plus tard. Et donc elle les prend une par une en expliquant les accidents de parcours, en expliquant le découragement, en expliquant la maternité, en expliquant peut-être parfois le trop de féminité qui a été mal interprété, ou le pas assez, et le résultat est le même pour les 15 femmes, c'est-à-dire qu'elles ont beaucoup moins réussi que les hommes. L'écart de salaire est d'environ 30%. 15 ans plus tard, c'est pas beaucoup, elles ont 35 ans. Donc voilà, je dresse un portrait un petit peu
Pas terrible, mais c'est la réalité aujourd'hui du monde de l'entreprise. Juste une anecdote vraiment qui date d'il y a quelques jours. J'étais à Vidi-Lausanne voir un spectacle de Stermeyer et il y avait une jeune femme qui était à une semaine de sa première mise en scène. Elle doit avoir entre 25 et 26 ans et elle n'était pas bien. Alors je lui dis mais c'est normal, 8 jours avant la première, on n'est pas bien, etc. Et donc elle me parle et puis elle m'a parlé là aussi d'un malentendu que moi je pensais naïvement être résolu. Pas du tout. Elle me disait mais c'est terrible quand même parce que à l'école c'était égalitaire. À l'école de théâtre, je crois qu'elle était du TNS, quelque chose s'exprimait d'absolument égalitaire entre les garçons et les filles. Et elle me dit dès qu'on quitte l'école, alors que elle avait la chance qu'on lui propose une mise en scène, elle me dit mais je suis dans un état de confusion. Le système n'est pas du tout celui-là. Voilà, on n'est pas allé très loin parce que voilà, après, il y avait des gens qui se sont... Mais j'ai pu vérifier que après tant d'années, elle était restée aussi à découvrir le même malentendu. Et les écoles génèrent un égalitarisme parce que le système républicain fait que quand on passe un examen, on est l'égal de l'autre, mais qu'après, évidemment, à la sortie, quelque chose est une autre règle du jeu dont on n'est pas suffisamment prévenu. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Peut-être juste une question pour Corinne, dans la gamme des mesures à mettre en place pour mettre en avant des femmes de talent. Il y a des prix féminins, ça existe un peu dans toutes les disciplines maintenant, et vous avez reçu justement le prix des femmes dans l'architecture. Et je voulais savoir quel effet ça vous a fait, comment est-ce que vous avez vécu la chose. Est-ce que pour vous c'est utile justement qu'il y ait des prix, des bourses ou des systèmes qui encouragent comme ça, symboliquement ou même parfois financièrement, les femmes? Oui, c'est une question qui m'embarrasse toujours un peu parce que sur le coup, quand j'ai reçu ce prix, j'étais moyennement emballée. J'aurais préféré un prix d'architecture. Le prix de Sker. Bon, peut-être pas, mais... c'est un prix national, mais il est féminin. Et alors, ce qui m'a rassurée, c'est que les prix précédents, mes consoeurs qui l'ont eu précédemment sont des consoeurs que j'admire beaucoup et qui sont des repères dans l'architecture européenne et même internationale. Et donc, ça m'a quand même confortée dans l'idée que le prix était quand même de bonne qualité. Et en ce sens, ceux qui l'ont organisé, c'est le ministère de la Culture. Ils souhaitaient vraiment montrer qu'il y avait des parcours atypiques de très haut niveau. Et que ces femmes-là avaient eu d'autres prix aussi, le Lion d'Or de Venise, des Quarts d'Argent. Enfin, donc c'est ce qui m'a réconfortée, mais sur le coup, c'est vrai que j'étais un peu hésitante. C'est l'histoire de la journée de la femme. C'est toujours un peu bizarre, quoi. Et donc c'est sûr que c'est curieux, quoi. En même temps, j'imagine que c'est extrêmement... Ça fait plaisir d'être reconnu, mais en tant qu'architecte, ça aurait été juste suffisant. Voilà. La femme, le côté kitsch, vous arrivez chez Auchan, on vous donne une rose, bonne fête madame, moi je vous ai rien demandé. Enfin voilà, je trouve qu'il y a quand même un côté vachement kitsch dans cette fête de la femme. Moi j'ai eu un texto, j'ai 40 € de réduction sur ma note de téléphone parce que je suis une femme. Enfin franchement, c'est bizarre quoi. Bon voilà, à part ça, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire de cette journée de la femme, quoi. Merci Leïla. Surtout que ça vient, j'ai appris tout à l'heure que ça venait un jour après la journée des animaux, hein, c'est ça machin. La journée des bêtes, oui. Je ne sais pas si c'est mieux. Oui. Bon, en tout cas, je pense que vous avez eu la preuve ce soir qu'il y avait un grand espace de liberté, que le théâtre, le liberté, qu'on peut féminiser la liberté ce soir. Voilà, et c'est neutre, voilà. Liberté, voilà. Parce qu'il y a un le ici quand même. Enfin, en tout cas, voilà, que
que c'était un espace de liberté, que puis on donnerait de la liberté aux créatrices et aux femmes d'entreprise, évidemment, parce qu'on a fait ce focus sur les professions artistiques, mais évidemment, on est bien d'accord que derrière chacune de ces femmes, il y a une entreprise, parfois plusieurs entreprises, et que c'est aussi en tant que reflet, miroir de la société de façon générale, que ces personnalités ont été choisies. Et c'est aussi en tant que possibilité d'accélération aussi des prises de conscience à travers des représentations artistiques qu'on peut faire avancer la cause des femmes en soutenant celles qui justement portent ces représentations. Voilà. Évidemment, personne n'avait la prétention de résoudre le problème, mais déjà de le mettre en évidence, de le mettre en lumière, de l'argumenter et de montrer des pistes de solutions. Sans doute permet de faire progresser les choses. On a évoqué des quotas. C'est vrai que si on regarde les pays nordiques, on voit qu'on est arrivé par ce biais-là, mais aussi par des facteurs culturels, à arriver à des répartitions vraiment équitables, y compris des tâches domestiques, parce qu'on en arrive toujours à ces questions triviales, mais quand même importantes, et que ça a permis d'améliorer les choses. Voilà, donc un grand merci en tout cas à Pascal d'avoir organisé ce débat, et donc je rends l'antenne. Peut-être que Zabou voudrait nous chanter une petite chanson pour terminer. Non ? Ève, lève-toi et danse avec la vie, mais je ne vais pas le faire. Merci.